bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence de clôture des GECO. On va parler d'un vaste sujet, on n'aura pas trop de 2 heures pour en parler. L'Europe peut-elle revenir dans l'histoire ? On a tout un panel d'intervenants qui vont creuser ce sujet. Moi, je parlerai simplement du sentiment de décrochage européen, qui est illustré économiquement par les rapports Draghi et Letta, dont on reparlera. La montée en puissance des économies concurrentes, les États-Unis, la Chine, et puis le corollaire géopolitique, une forme d'impuissance géopolitique de l'Europe. Alors pour en parler, je vais vous les présenter, là, les 5 par ordre alphabétique. Merci déjà d'être parmi nous. Pervenche Berès, je crois que vous êtes tout à fait au bout, ancienne eurodéputée et présidente de l'association Europe Finance Régulation. Antonin Bergeaud, à côté de moi, professeur à HEC Paris, spécialiste des questions d'innovation notamment. À côté de vous, Clara Léonard, vous êtes directrice générale et cofondatrice de l'Institut Avant-Garde. La dernière femme de la table ronde, Julia Maris, vous êtes chez Engie, directrice générale adjointe en charge du secrétariat général. Et enfin, Xavier Rago, président à l'OFCE et directeur de recherche au CNRS. Voilà, on va regarder comment l'Europe, qui a longtemps été un modèle de prospérité et de régulation, semble s'essouffler et douter d'elle-même. On aura 3 fils rouges, on va regarder un peu le diagnostic, pourquoi l'Europe décroche, le projet qu'on pourrait imaginer pour l'Europe, des ambitions communes pour reconstruire ou redonner du souffle au projet européen. Et avec quel pouvoir d'agir, comment on peut faire ça et dépasser une forme de fragmentation qu'on observe sur le vieux continent. Je vous rappelle, comme d'habitude, vous pouvez poser des questions tout au long de la table ronde et puis je les relayerai en fin de session. Je remercie aux intervenants de respecter autant que possible mes consignes sur le temps. J'aurai ce rôle ingrat de vous rappeler l'heure qui tourne. Alors, sur la question du grand décrochage européen, peut-être de voir comment ça se manifeste, selon un peu vos différentes casquettes et vos angles de vue. J'avais envie de vous poser la question, peut-être à vous, Clara Léonard, en premier, sur comment vous le caractériseriez et vous l'illustreriez, ce décrochage. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors tout d'abord, quand on parle de décrochage, il faut un peu problématiser et se demander décrochage par rapport à quoi ? Est-ce qu'on parle d'un décrochage par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine ? Est-ce que c'est un décrochage donc, par rapport à d'autres grandes puissances ? Ou est-ce que finalement, la question qui compte, c'est pas le décrochage par rapport aux objectifs que nous-mêmes, on s'est donnés en tant qu'Union européenne. Par exemple, et là je vais parler avec ma casquette de think tank qui se concentre sur les questions d'économie du climat, la lutte contre le changement climatique et la neutralité carbone d'ici 2050. Alors un des principaux problèmes qui a été largement mis en évidence dans le rapport Draghi, c'est le retard d'investissement, mais également la nécessité d'avoir les bons investissements vers certaines dépenses existentielles, comme cela est formulé dans ce rapport. Donc si on prend par exemple le poids de l'industrie dans le PIB européen, il a décliné, il s'est passé de 25% en 2000 à 23% en 2023, et en plus les besoins futurs sont extrêmement élevés. Donc si on prend le financement de la transition, ça implique un supplément d'investissement de 3% du PIB par an. Et en plus, vous avez d'autres besoins existentiels qui sont mentionnés dans le rapport Draghi, la transition numérique, la défense, qui est un sujet majeur. Et alors, selon ce rapport, il faut augmenter nos investissements annuels de 5% du PIB. C'est un pas de géant historique. Pour vous donner un ordre de grandeur, le plan Marshall, c'était entre 1 et 2 points de PIB, donc c'était beaucoup moins important. Donc la part de l'investissement dans le PIB passerait à 27%. Ça n'a pas été atteint depuis les années 70, c'est vraiment très très significatif. Alors si on regarde quand même les causes, et je vais essayer d'être brève, il y a 2 grandes causes. Vous avez d'abord un manque d'investissement public, et ça a été souligné dans le rapport Draghi, la nécessité d'avoir une dette commune européenne. D'ailleurs, c'est pour ça que ce rapport n'a pas toujours été très bien accueilli en Allemagne, par exemple, parce que vous avez aussi des règles européennes qui sont trop complexes, inappropriées. Alors, je reviendrai sur cette question des règles budgétaires européennes. Et au niveau des États membres, une doctrine économique, un esprit économique qui est inadapté, notamment dans les pays nordiques, avec une forte austérité. Voilà. Et ensuite, donc, le deuxième grand sujet, c'est la mobilisation du capital privé.
Donc, il ne suffit pas de libéraliser, il faut que le capital privé augmente, il y ait une augmentation des investissements privés, mais aussi que ça s'oriente vers les bons investissements. Donc, l'épargne des ménages, elle est plus élevée en Europe qu'aux États-Unis, mais il y a un fossé depuis la crise de 2008 qui s'est creusé entre les États-Unis et l'UE, qui n'a pas été compensé par un surcroît d'investissement public suffisant. Donc, la question, et on va en parler aujourd'hui, c'est aussi comment mobiliser cet investissement privé. Merci beaucoup et merci pour le chrono, effectivement. J'ai essayé de... Parfait timing. Je partage le micro avec Antonin Bergeot, à qui je vais laisser la parole. Voilà, vous avez un exemple à suivre. Vous allez plutôt nous parler, vous, du côté de la productivité, qui est aussi un des points faibles de l'Europe. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors, effectivement, donc le rapport Draghi, dont on a déjà parlé 5 fois en 3 minutes, et je pense que on va continuer, montre bien et commence en fait par un graphique assez clair sur le décrochage européen. Alors pour le coup, du point de vue à la fois de la tendance qu'on a suivie pendant plusieurs décennies après la Seconde Guerre mondiale, et puis par rapport maintenant aux États-Unis et de plus en plus à la Chine, ce graphique montre comment la productivité européenne, qui était à un niveau relativement faible en sortie de guerre, a rattrapé très rapidement le niveau européen. Alors, peut-être juste pour... Qu'est-ce qu'on entend par productivité dans ce cas-là? C'est tout simplement la valeur qu'on est capable de créer collectivement avec une heure de travail. En euros, voilà, combien on arrive à créer, donc quelle que soit l'activité qu'on fait. Donc évidemment, la productivité augmente lorsqu'on devient de mieux en mieux formé, de plus en plus habitué à travailler, mais aussi lorsque le capital, la technologie s'améliore, on devient de plus en plus efficace et on produit plus. Et donc c'est la productivité une bonne mesure, d'une certaine manière, de la capacité de l'économie à créer de la valeur sans utiliser davantage de ressources, donc vraiment juste avec les ressources existantes, est-ce qu'on peut créer plus? Et donc cette productivité qui a rattrapé et même dépassé le niveau américain dans les années 80, après une période, plusieurs décennies de forte croissance, elle ralentit progressivement, et elle ralentit beaucoup plus vite que la productivité américaine, puisque la productivité américaine a bénéficié d'un second souffle avec l'arrivée de l'informatique et des technologies numériques, et aujourd'hui de l'IA, intelligence artificielle. Alors ça pose beaucoup de soucis et beaucoup de problèmes, par exemple pour notre dette publique, par exemple pour les finances publiques, puisque la productivité, c'est ce qui fait la croissance de l'économie à long terme, et sans croissance, évidemment, dès que vous voulez faire une dépense, un investissement public, qui sont des investissements, Clara vient de le dire, qui sont essentiels et qui vont l'être de plus en plus, évidemment, ça vous coûte beaucoup plus cher, puisque l'économie n'est pas capable de compenser en allant créer davantage. Et donc, on est un peu en Europe, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a un sentiment de décrochage qui est validé par les chiffres, mais qui est peut-être renforcé aussi par notre comparaison systématique avec les États-Unis. On est dans cette espèce de trappe dans laquelle on a une productivité faible, mais qu'on continue à avoir l'ambition d'une zone qui veut être à la fois très vertueuse environnementalement, qui veut être à la frontière technologique, continuer à produire de l'IA et concurrencer les Américains, et en même temps sans gain de productivité, c'est-à-dire sans le moteur principal de la croissance qui permettrait de réaliser ces objectifs. Merci beaucoup, j'ai décidément de très bons élèves. Alors Xavier Rago, sur cette question du décrochage, comment vous l'analysez, vous l'illustrez? Je suis un mauvais élève, je viens de dire d'emblée. Non, ça ne vous excuse pas. Mais je vais essayer de tenir le temps. Je pense que les choses sont un petit peu plus graves que ce que donnent les statistiques. C'est le grand décrochage européen, on dit comme ça, c'est un décrochage relatif, d'abord par rapport à la Chine. Il faut prendre du recul. L'événement, c'est l'émergence de la Chine depuis 40 ans, depuis le tournant vers l'économie de marché à la fin des années 70. La Chine a une accumulation du capital énorme. La Chine, c'était 5% de l'accumulation du capital mondial en 2000. Aujourd'hui, c'est 30% de l'accumulation du capital mondial, le taux d'investissement chinois par rapport au reste du monde. L'essentiel de l'accumulation du capital se fait en Chine, sur une base industrielle essentiellement. Et en fait, dans l'imaginaire européen, américain, c'était la Chine, bien sûr, grâce à son insertion dans l'économie mondiale, allait rattraper, mais comme l'Europe avec le plan Marshall, comme le Japon avec l'électronique, ils allaient se développer, mais ils auraient du mal à aller à la frontière technologique américaine. Et donc, il y aurait la Chine qui serait le producteur du monde, et puis il y aurait la frontière technologique européenne, américaine, avec les grandes universités, etc. L'histoire, c'est pas ça. C'est que l'histoire inédite, c'est que la Chine a rattrapé et elle a dépassé. Dans plein de domaines, dans plein de technologies. Sur des technologies qui mixent
comme par exemple on parlera de la voiture électrique, j'en suis sûr, des innovations industrielles complexes avec des biens de première nécessité pour les ménages, pour sa classe moyenne en devenir. Donc ce qui s'est passé, d'une part, c'est une sous-estimation du potentiel d'innovation très étatisé chinois, avec un acteur stratégique très intelligent, qui doit être sûrement le bureau politique du Parti communiste chinois, un truc comme ça, je ne sais pas trop. Mais quand même, c'est très planifié tout ça. Et ils gèrent la mise en concurrence des entreprises pour avoir une sorte de jungle pour faire émerger des innovations. Donc ils sont à la fois hayekiens en termes d'innovation décentralisée et très centralisés en termes d'orientation de projection. Ils ont dépassé la technologie. Et de l'autre, et je vais parler des terres rares, ils sont positionnés sur des ressources clés qui ont des rentes technologiques, des rentes de terres rares. Et de l'autre, on a les États-Unis qui ont innové grâce à leur système d'innovation dans Internet. C'est eux qui ont une innovation qui génère beaucoup de faillites, beaucoup de bulles. Ils ont une technologie qui est une rente technologique, Internet, sur laquelle on est dépendant. Ils ont la technologie suivante, c'est l'intelligence artificielle. Et ce qui se passe aujourd'hui, si vous demandez à un économiste est-ce que c'est grave qu'il y ait autant de ressources intellectuelles aux États-Unis en termes de nouvelles technologies, on va dire non. Il suffit d'avoir une bonne politique de la concurrence. Les gains de productivité vont se refléter dans les baisses de prix. C'est ce que nous dit la politique de la concurrence. Et finalement, c'est le consommateur final, grâce à la politique de la concurrence, qui aura les gains de productivité. Et parce que ces mastodontes vont se faire concurrence. Et c'est au final, grâce à la politique de la concurrence, ces rentes technologiques deviennent du surplus du consommateur. C'est ce qu'on a vu dans des tas de domaines avec des baisses de prix. Et ce qui joue aujourd'hui avec Trump, c'est autre chose. On a un autre acteur stratégique dont la mission, c'est de maximiser la rente de monopole du système technologique américain, de détruire la concurrence sur le Digital System Act européen et d'empêcher qu'il n'y ait quelconque régulation qui réduise les pouvoirs de monopole des mastodontes américains qu'ils ont cru construits. Donc on a un second acteur stratégique qui maximise la rente technologique, sur lequel nous, on est extraordinairement absents. Donc le grand décrochage vient d'un sous-investissement capitalistique européen, dont on a parlé, et d'un sous-investissement technologique qui crée des rentes de monopole, avec un second acteur stratégique qu'on n'a pas vu, qui a comme but de maximiser sa rente technologique, quitte à détruire cet objet hybride qu'on appelle l'Europe, qui a encore des relations concurrentielles qui contraignent la rente de monopole européenne. Donc on est dans un monde de prédateurs qui maximise la rente, des matières premières technologiques, et là-dedans, qu'est-ce qui nous reste ? Je crois que j'ai épuisé mon temps. La suite au prochain épisode. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez intégré la LIA. On peut voir ce qui se passe au plan peut-être énergétique avec vous, Julia Maris. Oui, absolument. Merci beaucoup. Oui, je vais vous parler d'énergie parce que, comme vous le savez, donc vous l'avez gentiment rappelé, Marie, je représente le groupe Engie. Et le groupe Engie, c'est une grande utility dans le domaine énergétique. On est présent dans plus de 31 pays et on fait 2/3 de notre chiffre d'affaires et de notre EBIT en Europe. Donc évidemment, cette question du décrochage, et je mets des guillemets européens, est un sujet qu'on regarde de très près. Et pour faire comme tous mes petits camarades et vous parler de quelques éléments du rapport Draghi, évidemment, ce rapport a mis en lumière ce décrochement également du fait du déséquilibre de prix entre le coût de l'énergie aux États-Unis et en Europe, et de la même manière pour la Chine. Ce n'est pas l'épaisseur du trait, l'ordre de grandeur en 2023. Alors les chiffres fluctuent, mais l'électricité était 2 fois plus chère en Europe qu'aux États-Unis et 3 fois plus cher qu'en Chine. Donc, et le gaz, c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur. Donc on est quand même sur structurellement des niveaux de coût de l'énergie beaucoup plus élevés en Europe que du côté de nos compétiteurs. Et évidemment, ça emporte des conséquences sur le plan industriel, d'où le lien entre énergie, désindustrialisation ou pas du modèle. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on veut dire derrière tout ça ? Parce que la petite musique qu'on entend, c'est finalement ce qui fait que l'énergie en Europe est si chère, c'est parce qu'on lui met beaucoup de contraintes. Des contraintes réglementaires, des contraintes normatives et des contraintes de durabilité. Et je pense qu'on se trompe en partie de débat. L'énergie, elle est confrontée à ce qu'on appelle un trilemme. C'est mieux que le dilemme, mais c'est beaucoup plus difficile à résoudre. Entre la première exigence qu'on a sur l'énergie, c'est qu'elle soit disponible de manière sûre. Rappelez-vous, depuis ce matin jusqu'au moment où on est là, et même quand on est là, à quel point chacun d'entre nous, individuellement et collectivement,
nous dépendons de l'énergie. Cette réunion n'aurait pas lieu, vous n'auriez jamais eu accès à l'éducation, moi non plus, peut-être même pas au système de santé. Donc une énergie sûre, c'est le cœur du système. Cette énergie, elle doit être abordable, parce que si on garantit l'approvisionnement en énergie, mais à des coûts exorbitants, on crée des fractures sociales majeures. Et le troisième élément du trilemme, c'est qu'elle doit être durable. Et j'y reviendrai tout à l'heure, parce que je ne veux pas exploser non plus mon temps de parole. Et c'est ce trilemme qui conduit certains à dire que l'Europe est en train de décrocher. Moi, je préfère parler de décalage. Merci beaucoup. On va continuer à dresser le tableau avec vous, Pervenche Berès. Vu du point de vue politique et institutionnel, qu'est-ce que vous diriez, vous, de ce décrochage ou pas décrochage européen ? Merci Marie Dancer. Merci aussi au GECO de proposer cette table ronde optimiste pour la fin de ces travaux. Et merci aussi de commencer par une invitation un peu à un diagnostic. Parce que je pense que, comme responsable politique, quand on veut répondre à une question qui est posée, la question du diagnostic est absolument critique, et pas uniquement du diagnostic expert, mais aussi d'un diagnostic partagé. Et de ce point de vue-là, comme Union européenne, je pense que nous avons péché par arrogance ou complexe de supériorité. Quand nous créons l'Union européenne, personne ici dans cette salle n'est plus dans cet état d'esprit, mais nous avons totalement adopté la théorie du ruissellement. Nous pensons que la vertu de la croissance économique va amener partout dans le monde la démocratie et que nos valeurs sont universelles. Tout ça est totalement aléatoire. Et nous avons construit notre richesse sur la mondialisation. Et nous allions être les héros de la mondialisation. Et je ne sais plus si c'est le gouverneur ou Esther Duflo tout à l'heure qui a dit que quand on est économiste, c'est très difficile de dire qu'il y a des signes qui vous disent le contraire de ce que vous êtes en train de vouloir faire croire. Et sur la mondialisation, on est, de ce point de vue-là, doublement victime de notre propre croyance. La première, c'est qu'on l'a pas bien fait, on l'a fait comme un grand marché, on a mis des règles très fortes sur la concurrence, ce que nous partageons en dur, ensemble, ce que nous avons en partage, c'est la politique de la concurrence, la politique du libre-échange et l'euro. Mais ce n'est pas une politique industrielle, ce n'est pas une politique d'investissement. Et on a un pacte de stabilité qui quasiment nous interdit l'investissement. Donc on a fait un marché intérieur pour les autres. Et Enrico Letta nous dit que ce qui devait être notre principal atout, ben on a mal éduqué notre enfant, on s'en est mal occupé. Et en plus, alors, je fais court, on n'a pas voulu voir les effets négatifs que ça avait sur nos populations. Et le premier crash test de ça, ça a été le Brexit. Parce que le Brexit, c'est quoi? C'est un des premiers avocats de la mondialisation heureuse, plus personne n'utiliserait cette expression aujourd'hui, qui s'est vu, qui a eu un effet de râteau de sa population en dehors de Londres, qui lui a dit « mais qu'est-ce que tu m'as vendu? C'est le contraire de mon intérêt ». Et on est dans cette situation à un moment où la passerelle entre l'économique et le politique a complètement changé de nature. Parce que partout dans le monde, que ce soit en Chine avec la route de la soie, ou aux États-Unis avec ce que certains appellent à juste titre derrière Giuliano Ampoli le techno-césarisme, c'est-à-dire la coalition entre le MAGA, Make America Great Again, et ceux qui sont les capitalistes des plateformes, donc ce techno-césarisme, nous oblige à reconnaître que la géopolitique s'est introduite dans tous les domaines de l'activité, y compris évidemment l'activité économique. Je vois Marie Dancer et son body language qui me dit d'arrêter, donc je vais m'arrêter, mais simplement je pense que pour l'Union européenne, on est à un moment où j'espère,
va avoir l'occasion d'y revenir. Mais ce qui sont nos atouts et ce qui sont les bonnes feuilles de route qui ont été mises sur la table, on s'en sert pour revenir dans l'histoire. Parce que l'histoire n'est pas écrite, mais il y a du boulot. Merci beaucoup. C'est précisément, effectivement, on va continuer à creuser tous ces sujets. En l'occurrence, vous avez parlé de diagnostic partagé, de péché d'arrogance, voilà, on pensait que nos valeurs allaient se répandre. De naïveté. On peut se poser la question pour l'Europe elle-même. Est-ce qu'on a encore aujourd'hui un diagnostic partagé, nous, Européens ? Voilà, quel projet au singulier ou au pluriel on pourrait imaginer alors qu'on est plutôt dans un contexte de fragmentation, y compris au niveau de notre continent. Clara Léonard, est-ce que vous... Moi, j'aimerais bien vous entendre sur quel projet, encore une fois, au singulier ou au pluriel, on pourrait pousser, déjà, peut-être pour sortir d'une fragmentation au sein de l'Europe. Alors, je pense qu'il faut d'abord commencer par illustrer cette fragmentation et revenir sur les règles qui régissent l'Union européenne, parce que ce sont elles qui sont essentielles et qui finalement définissent l'esprit européen et qui bloquent justement certains projets dont on parlait, des projets d'investissement, des projets qui sont planifiés, une réindustrialisation, etc. Donc, je pense qu'une illustration qui est vraiment caractéristique, c'est la question des règles budgétaires et de la renégociation de ces règles budgétaires. Donc en fait, les règles budgétaires avaient été suspendues pendant la pandémie parce qu'on était arrivé à une impasse. Elles étaient trop complexes, elles n'étaient pas crédibles, elles n'étaient pas appliquées et elles donnaient peu de flexibilité aux États membres. Donc il y a eu de longues négociations avec un objectif de flexibilisation, de les rendre plus simples, tenir compte de la spécificité des États membres. Mais, et là c'est bien ça qui illustre la fragmentation de l'Europe et les dissensus, on est à nouveau retombé dans une impasse. Donc on a des règles budgétaires qui sont sans cesse des points de référence dans les débats nationaux, avec une analyse de soutenabilité de la dette, d'ISA, qui est au cœur de l'approche, alors qu'elle présente de nombreuses limites. Elle dépend fortement des hypothèses. Pardon. Elle renforce les dynamiques procycliques. Et en plus, les pays nordiques, et c'est là où il y a eu des tensions dans les négociations, voulaient rajouter des clauses de sauvegarde qui sont des critères, des ajustements minimums sur la dette et le déficit, qui restent vraiment dans l'esprit de Maastricht, avec des chiffres qui n'ont pas forcément de sens économiquement, mais qui sont des points de référence absolus dans le débat et qui rigidifient ce débat. Donc le résultat, c'est qu'on a des tensions géopolitiques qui ont été abordées et il y a déjà une mise en question de ces règles qui ne permettent pas de penser les dépenses d'avenir, de mettre en branle ces grands projets dont on parle. Donc vous avez le think tank européen Bruegel qui a titré l'une de ses dernières publications sur les règles budgétaires « It's already time to reform the reform ». Donc on est vraiment dans cette situation. Et vous avez déjà une National Escape Clause pour les investissements de défense. Donc ces règles ne sont pas adaptées aux investissements d'avenir, aux investissements de transition et à l'objectif net zéro. Alors si je ne veux pas dépasser mon compteur, mais juste pour revenir sur ces investissements de transition, parce que ça doit être le grand projet européen, atteindre net zéro. Selon deux chercheurs dans notre institut, donc Cyprien Battu et Jonas Kaiser, si on suit les règles et qu'on fait les investissements nécessaires pour respecter la CNBC, on doit dégager un surplus primaire de 1,5 point en 2031 et faire des investissements significatifs. Ça implique un effort budgétaire entre 200 et 250 milliards, donc entre 6 et 8 points de PIB. Donc ça veut dire que vous allez avoir à la fois un trilemme entre respecter les règles budgétaires, financer la transition écologique et en même temps éviter des coupes drastiques dans les dépenses publiques qui rendront cette transition écologique inacceptable. Donc voilà, donc là on se retrouve vraiment coincé à cause de ce système rigide. Bon, Antonin Bergeaud, on est coincé. On a parlé là tout à l'heure, Pervenche Berès, des politiques industrielles, on n'en a pas fait. Est-ce qu'on est tous d'accord en Europe sur ce diagnostic-là ou pas ? Alors, je ne sais pas si on est tous d'accord, mais on est nombreux à être d'accord. En fait, je pense surtout que ce n'est pas un constat qu'on peut faire que maintenant. Ça fait assez longtemps en fait, on sait qu'on va dans cette direction. En tout cas, on avait les éléments pour le savoir. On a historiquement, dans la construction européenne,
arrêter à un moment de faire de la politique industrielle nationale, avec une vision que le marché allait en fait trouver la bonne direction pour développer l'innovation et que les États devaient se limiter uniquement à du financement, en gros ce qu'on appelle pré-compétitif, donc de la recherche fondamentale et puis d'aider un petit peu à réparer les faillites de marché, mais qu'il fallait vraiment laisser absolument les entreprises décider où aller et que ça allait fonctionner. Et on a laissé faire ça pendant assez longtemps. Et le problème, c'est que au moment où on s'est remis à faire de la politique industrielle, en France notamment, à peu près un peu avant la crise financière, on a compris que finalement l'État pouvait quand même avoir un intérêt dans le financement de l'innovation à long terme, de prendre en charge un certain nombre de risques, de pousser parfois le marché à aller dans une direction, d'ouvrir, de faire de la commande publique pour ouvrir une taille de marché supplémentaire pour les entreprises. En fait, il y a eu deux limites. Il y a une première limite qui vient d'être rappelée, qui est que dans les textes européens, en fait, il y avait un certain nombre d'outils qu'on utilisait avant qu'on n'a plus le droit d'utiliser. Et pourquoi ? Parce que il y avait cet idéal aussi, il y a toujours cet idéal européen qu'il faut une zone qui soit très pure du point de vue de la concurrence. Il y a aussi, je pense, une espèce de défiance entre les différents pays européens qui fait que finalement, on veut essayer d'éviter absolument qu'un pays prenne de l'argent européen pour aller développer son industrie et donc de manière un petit peu indépendante des autres. Et donc, on avait cette première limite qui est qu'effectivement, on ne pouvait pas faire grand-chose. Et puis, par ailleurs, on ne savait plus vraiment faire de la politique industrielle. Et puis, surtout, ça n'avait pas forcément de sens de le faire au niveau national. Et je pense qu'aujourd'hui, on est un peu dans cette situation où on se dit, bon, on a une taille de marché en Europe qui, sur le papier, est colossale, en tout cas qui est comparable aux États-Unis. Donc, si on ouvre le marché européen, si on arrive vraiment à le défragmenter, à le décloisonner, on peut avoir une politique de grands projets avec de la commande publique massive, avec de l'investissement public pour aller développer l'intelligence artificielle, les batteries, les semi-conducteurs, l'ordinateur quantique, et donc vraiment construire l'Europe innovante du futur. Le problème, c'est que faire de la politique industrielle avec 27 pays, c'est beaucoup plus compliqué que le faire avec un seul pays. On a tous, même si on est une zone unique et qu'on a, comme ça a été dit tout à l'heure, en fait, on partage assez peu de choses d'un point de vue concrètement. On partage une monnaie et puis des régulations. Et ben, évidemment, chaque pays a son agenda. On veut tous notre tour national. Donc dès qu'on parle de politique d'intelligence artificielle commune, par exemple de construction d'un grand centre de recherche et de développement de l'intelligence artificielle ou d'un data center, un gigafactory comme on dit, ou d'un data center de taille, une taille critique pour développer l'intelligence artificielle, et ben, quand se pose la question de savoir où on va installer cette gigafactory, dans quel pays, où est-ce qu'on va installer ce centre de recherche spécialisé en IA ou en batterie, ben évidemment, toutes les villes, tous les pays d'Europe le veulent chez eux, parce que c'est là que ça crée de la richesse. À court terme, c'est là que ça va créer des externalités positives. On sait, tout ça, c'est très bien documenté. La recherche, surtout lorsqu'elle est sur l'industrie de pointe, elle crée beaucoup d'externalités locales essentiellement. Et comme on n'a pas de dispositif de redistribution automatique fiscale entre pays européens ou alors sur des montants qui sont très faibles, et ben vous savez qu'en tant que Français, si vous investissez avec l'Europe dans un projet d'IA qui serait très concentré et que ce projet serait très concentré géographiquement au Danemark, et ben en fait, vous allez recevoir à court terme et même à moyen terme, assez peu de retour. Et donc pour dépasser psychologiquement cette logique de retour national, ce qui est à mon avis qui est fondamental pour arriver à penser collectivement une politique européenne, il faut d'abord qu'on trouve une solution pour mettre d'accord tous les États entre eux, qui pourtant ont tous à y gagner en définitive, puisque c'est ce qui fera la croissance européenne et c'est ce qui fera notre prospérité. Mais comme on est dans ce problème de théorie du jeu qui est très complexe. Merci beaucoup. Julia Maris, quand on est un énergéticien, comment on regarde cette fragmentation européenne ? On la regarde sous l'angle que vous aviez posé, Marie, initialement, c'est-à-dire c'est quoi les projets ? C'est comment on dépasse ça ? Parce que le fait que des pays aussi différents par leur histoire, par leur trajectoire, par leur antériorité au sein de l'Union européenne, puissent avoir des divergences de vues, c'est honnêtement quelque chose qui était évident. C'est le contraire qui serait étonnant. Et on part aussi du principe que cette diversité fait la richesse de l'Europe. Certains diraient qu'on est allé trop loin dans l'élargissement, etc. On ne va pas rouvrir ce débat-là, mais en réalité, qu'il y ait des visions différentes, c'est normal. Mais il y a un moment où sur un sujet qui est un bien commun,
un bien de base qu'est l'énergie, il faut se retrouver. Et le meilleur moyen de se retrouver, c'est de ne pas rester dans l'idéologie, mais de se mobiliser sur des projets concrets. Donc moi, je vois 3 projets pour l'Europe, et je vous promets que je vais être rapide. Le premier projet, c'est l'adaptation. Le deuxième, c'est l'investissement, pour rejoindre ce que disait Clara. Et le dernier, c'est la simplification. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle d'adaptation ? Je crois que l'Union européenne ne s'est pas fixé les contraintes de la décarbonation par plaisir ou juste pour embêter les populations et rendre l'Europe moins compétitive par rapport à ses concurrents internationaux. Ce serait totalement suicidaire. Si elle l'a fait, c'est que je pense qu'elle avait en tête l'enjeu énorme du coût de l'inaction climatique dans la durée. Et le fait que face à ce qu'est le réchauffement climatique, les dépenses qui sont devant nous, l'amplitude des risques qu'il va falloir couvrir financièrement mérite une action immédiate, même si les risques ne sont pas matérialisés. C'est ce qu'on appelle l'adaptation au changement climatique. Et en faisant ça, oui, l'Europe est à contre-courant du reste du monde parce qu'elle adresse le sujet avec une vision de long terme qui n'est pas aujourd'hui ressentie de manière prégnante par la population, d'où le décalage que vous soulignez, Pervenche. Et pour autant, elle a sans doute un peu raison. Et donc, je voulais partager avec vous, et là, je ne vais pas prendre les grands chiffres mondiaux, parce que c'est barbant, vous les connaissez tous en plus, mais je me suis fait accoster les chiffres de l'impact du réchauffement climatique pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ce que j'ai trouvé intéressant à partager avec vous, c'est qu'entre 1963 et 2022, l'enneigement a baissé de 30%. Le nombre de catastrophes naturelles a conduit à une augmentation de 70% d'arrêtés pour catastrophes naturelles, pour sécheresse, depuis 2004. Et puis, quelques chiffres intéressants. La région Auvergne-Rhône-Alpes, depuis 1963, a pris 2,5 degrés de température, a gagné 18 journées estivales. Vous pouvez dire, c'est sympa, il fait plus beau l'été et tout. Une saison, c'est à peu près 91 jours, hein, donc 18, ce n'est pas l'épaisseur du trait sur 91. Et a perdu 16 jours de gel. Tout ça, ça a des conséquences économiques majeures, ça se mesure en euros. Et à l'échelle de la région, vous ne le percevez peut-être pas encore, certains le perçoivent. Dans vos logements, le gonflement d'argile, les tornades, des pluies diluviennes tout d'un coup, pourtant il y a de la sécheresse. Tout ça, c'est des choses qu'on voit et sur lesquelles l'Union européenne a décidé de se mobiliser et donc de mettre en place des politiques qu'on vit comme une contrainte, comme un surcoût dans la compétition internationale, mais qui sont peut-être des assurances pour l'avenir en termes de résilience. Et les 2 derniers projets, et je ne vais pas être longue, Clara en a parlé, l'investissement. Il faut développer des investissements d'infrastructures, ne serait-ce qu'en matière électrique. L'interconnexion, c'est majeur, mais j'y reviendrai quand on parlera sans doute du sujet des biens communs. Et puis la simplification, parce que je ne veux pas vous donner le sentiment que je considère que tout est merveilleux à l'échelle européenne. Il y a une bureaucratie, il y a une tendance à la normalisation, à la production de normes. Entre nous, en étant français, on n'est quand même pas toujours bien placé pour donner des leçons à ce sujet. Et rappelons-nous que l'Union européenne est aussi le reflet de ce que lui demandent ses États membres. Alors, vous avez parlé des États membres. Pervenche Berès était eurodéputée, donc du côté du pouvoir législatif. Mais j'imagine que vous avez bien expérimenté cette fragmentation, Pervenche Berès, au niveau politique. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cet enjeu de la fragmentation au niveau institutionnel et politique? Pas du tout. Pas du tout. Je veux dire, le caractère merveilleux la chance que j'ai eue d'exercer ce mandat pendant 25 ans, c'est de faire un truc qui s'appelle le compromis. Pendant 25 ans, j'ai arraché avec d'affreux machos CDU des positions qui nous permettaient d'avancer et d'affirmer des choses qui, je vous jure, si elles avaient été mises en place, fait qu'on serait beaucoup mieux. Donc le compromis européen, il est possible. Il faut juste laisser un tout petit peu ses égos à la maison et avoir envie de travailler ensemble. Et le problème qu'on a, c'est que pour ça, il faut quand même des gens qui aient un peu de courage politique ou qui ont envie d'aboutir et pas uniquement de rapporter, de rentrer du Conseil européen en disant à la maison, ils sont tous affreux, c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai raison. Et pour que ça marche, il faut quand même s'inspirer de celui qui est la grande référence en matière de présidence de la Commission,
Vous l'avez tous en tête, c'est un type qui s'appelle Jacques Delors. Ce qui veut dire se réveiller tous les matins et penser l'intérêt européen. C'est ça le sujet. Et on a parlé du pacte de stabilité tout à l'heure, mais la question du pacte de stabilité, c'est la suite logique de ce que j'ai dit sur notre conception du marché intérieur. C'est-à-dire que nous, on était des... Parfois, je disais qu'on était la femme du monde. Hein. Parce que je ne vais pas développer plus l'idée parce que je vais avoir des problèmes, mais c'est qu'on ne s'affirmait pas assez. Voilà, on était jolis, bienveillants, accueillants, et bon, au lieu de s'occuper de nos intérêts. Et c'est pareil avec le pacte de stabilité. Et le pacte de stabilité, c'était le règne de la terreur entre nous, mais tout sauf une stratégie d'investissement. C'est quasiment une interdiction de faire une stratégie d'investissement. Et le drame qu'on a eu, c'est que sur le long chemin qui nous amène de la création du marché intérieur à notre décrochage actuel, il y a un machin qui s'appelait la grande crise financière. Hein ? Et quand on a eu la grande crise financière, tous les acteurs n'étaient pas autour de la table. Hein. Ceux qui étaient autour de la table pour résoudre la grande crise financière, c'est ceux qui avaient très peur d'être les prochains sur la liste des victimes de cette grande crise financière et de ce jeu des marchés. Et donc, on ne s'est pas saisi de cette occasion pour penser collectivement, pour réaliser que le monde avait changé et que l'Europe n'était plus le centre du monde. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Et il y a plusieurs maillons sur cette chaîne, mais celle à laquelle je fais référence est une chaîne importante. C'est le moment où l'Europe n'est plus le centre du monde. Et au lieu de dire qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour mobiliser cette fichue épargne dont nous sommes si dotés, entre maintenant entre la grande crise financière et maintenant, au lieu de mobiliser notre argent pour favoriser nos investissements, nos biens communs, on les a laissés partir au motif qu'on avait sauvé nos banques. Et quelques autres. Je ne vais pas me fâcher avec tous mes amis banquiers qui me soutiennent. Mais voilà la réalité. Et là où c'est grave, c'est que, bon, moi j'ai passé 25 ans de mon mandat, je suis très têtue, hein, à essayer de défendre l'idée que puisqu'on avait l'euro, il fallait quand même avoir un budget qui permettait d'investir, enfin d'avoir un policy mixte, hein, qui fait qu'on avait une politique monétaire avec une politique budgétaire qui travaillait en commun, comme ça se passe aux États-Unis, comme ça se passe en Chine, comme ça se passe dans toutes les grandes puissances. Et bon, ça n'en est jamais arrivé, mais c'est même plus un sujet d'actualité. Ça n'est même plus un sujet d'actualité. Et la Commission européenne a inventé ce dont elle rêvait. Un machin que tout le monde a salué, c'était absolument formidable. Il y a eu la crise de la Covid, il fallait absolument maintenir l'activité, quoi qu'il en coûte économique. Et donc, elle a inventé un machin qui s'est appelé la facilité pour la relance et la résilience. C'est peut-être dans l'autre sens, résilience et relance. Bon. En anglais, ça s'appelle RFF. Bon. Et ce machin, pour elle, c'est vraiment rêver. C'est pas... Tu ne respectes pas les règles, je vais te sanctionner, parce que ça n'arrive jamais. On peut pas, c'est difficile de sanctionner pour la Commission avec sa légitimité les États souverains. Et donc, elle a inversé la vapeur. Elle a dit, je ne te donne pas d'argent si tu ne fais pas ce que je veux. Et donc, il n'y a plus de débat sur le budget de la zone euro. Et il y a la montée en puissance de cet outil comme étant le principal outil de pilotage de tout le prochain budget pour les 7 ans qui viennent. Avec tout ce que vous adorez, les fonds structurels, qui vont rentrer dans cette logique. Et où est la pensée européenne là-dedans? Parce que derrière, la Commission se servira de cet argent pour avoir une négociation bilatérale, le bâton et la carotte, avec les États membres. Et l'idée est qu'il faut penser, alors moi je suis une idéaliste éternelle, hein, je continue à penser que puisqu'on est un grand marché, puisqu'on est un grand espace d'épargne, on doit être un grand espace d'investissement et développer des grands projets européens, même si c'est difficile. Mais l'État nous l'a dit, on a intérêt à avoir une interconnexion de nos réseaux et tous les petits producteurs nationaux, ils ont quand même intérêt à pouvoir échanger et à fabriquer leur marché. Et pareil dans les télécoms, et pareil sur les marchés financiers, et pareil sur l'IA. Enfin, ça suffit. Il ne suffit pas de regarder où est-ce qu'on va mettre le database.
Il faut quand même se débarrasser de machin qui s'appelle Elon Musk et tout ça. Et la Commission européenne, elle a son petit fromage pour aller discuter avec vous, qu'est-ce que tu fais sur ta réforme des retraites, et pas du tout comment on va investir tous ensemble sur l'IA. Donc franchement, là je profite de cette tribune pour pousser un cri d'alarme, parce qu'en plus je n'ai pas le temps de parler sur le verre, mais il y a encore des choses à dire. On va creuser, hein, on va continuer. En tout cas, je voyais Xavier Rago beaucoup opiner du chef et prendre des notes. Donc voilà, je laisse Xavier Rago réagir sur cette partie-là. Je ne peux que souscrire à l'enthousiasme de Pervenche Berès, avec un point de nuance que je vais dire à la fin. Je commence par un gros chapeau, et puis après des points plus précis. C'est que le gros chapeau, et on verra la coordination européenne, c'est qu'on assiste à un retour massif des États qui redéfinissent les capitalismes dans le monde entier. On a parlé de la Chine, on a parlé bien sûr des États-Unis et bien sûr Poutine qui redéfinit le capitalisme russe autour des dépenses militaires, qui a un impact mondial, qui est qu'aujourd'hui maintenant, tous les pays doivent investir massivement dans les dépenses militaires. Et donc on a un engagement d'augmenter les dépenses militaires substantielles en France, de l'ordre de 1 point de PIB au moins par an, pour avoir dans les règles de l'OTAN. Et c'est ça qui sera l'actualité. On parle des dépenses publiques, mais ce sera d'abord les dépenses militaires. On y reviendra pour voir hein, si c'est un bien public européen dont parle on verra. Donc Mario Draghi. L'enjeu, quelque part, de beaucoup de sujets, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces dépenses militaires, qui est construire un capital qu'on ne voudrait pas avoir utilisé, ça s'appelle des armes. Donc on peut peut-être faire mieux, on va y réfléchir. Petit 1. Petit 2, l'Europe s'est construite, c'est hyper profond, parce que ce qu'a décrit Pervenche et d'autres est très juste. L'Europe s'est construite intrinsèquement dans le moment Jean Monnet en disant que c'est l'État le problème. Les États sont les problèmes. Les États ont failli faire imploser l'humanité avec la Seconde Guerre mondiale. On construit des institutions qui mettent l'État de côté. Et ça s'appelle le marché unique. C'est clairement un projet de construction par l'économique pour marginaliser le politique parce que les États étaient dangereux. C'est l'essence de tous nos textes. Les aides d'État sont interdites. On n'a pas les États, sauf si, mais aujourd'hui dans les textes européens, les États n'ont pas le droit d'aider les entreprises. Alors ne parlons pas de politique industrielle. On a une triple discipline, la discipline monétaire, la discipline budgétaire. Il faut limiter l'endettement de l'État parce que l'État il voudrait trop s'endetter, trop investir. Donc bien sûr, on va mettre des règles budgétaires pour limiter les capacités d'intervention de l'État dans l'économie. C'est ça la réalité des traités aujourd'hui avec lesquels on essaie de composer. Et donc cette révolution copernicienne de repenser une reconfiguration d'acteurs stratégiques comme les États dans l'économie, il faut le repenser. Alors une première contribution est l'article de Robert Boyer dans la revue de l'OFCE, qui est en ligne, que je vous invite à lire, sur le rôle de l'État dans les capitalismes en train de venir. Donc comment nous, on peut penser l'État, les États, le souverain européen, la double démocratie, dans une Europe où on a quelques problèmes. C'est qu'on n'a aucune institution qui permet la gouvernance réelle interétatique. Donc il y a une tension, et c'est là où j'opinais à moitié, sur c'est qui porte l'intérêt européen aujourd'hui. Qui ? Il y a un petit peu la Commission, mais mal. Ça devrait être elle. Ça devrait être elle. Mais elle le fait mal, certes. Est-ce que ça va être la Commission ou est-ce que ça va être l'interétatique ? Parce que tu as raison, Pervenche, de dire que la Commission est un peu limitée dans son ambition pour l'Europe et ce n'est pas un acteur. Mais on pourrait avoir une coopération franco-allemande, franco-allemande espagnole, franco-allemande espagnole italienne, intergouvernementale. Les États pourraient s'engager dans des processus. Et les États ne le veulent pas. C'est ce qu'a décrit Antonin sur le juste retour. Vous avez applaudi Pervenche Berès, et vous avez eu raison, mais j'ai jamais entendu dans la discussion du budget à l'Assemblée nationale en ce moment le mot Europe. Vous avez entendu le mot Europe ? On parle des tas de choses, mais nous, est-ce qu'on pense l'Europe dans nos débats nationaux ? Non. Pas du tout. Est-ce que les Allemands pensent l'Europe ? Non. Les Allemands, ils se disent aujourd'hui, on a 60% dette sur PIB, les Français ont 120, les Français sont morts, ils ne peuvent pas investir, ils sont surendettés. Nous, on a une capacité fiscale énorme, on va reconstruire notre industrie de l'armement, et après, les Français vont nous rejoindre. Aujourd'hui, on a une telle asymétrie entre les capacités fiscales, dont nous sommes un petit peu responsables français, entre nous soit dit, que finalement, l'intérêt européen n'a aucune consistance d'économie politique. Pourquoi je parlais des dépenses militaires ? Il y a le char, si vous suivez ça, il y a l'avion du futur, FCAS, et le char du futur, qui sont deux projets européens pour penser l'après-Rafale et l'après-Charles Leclerc, qui sont des projets franco-allemands et franco-allemands-espagnols. Aujourd'hui, ces projets sont au point mort. C'est le minimum de la coopération européenne qui permettait de quoi faire
de faire que ces dépenses militaires pouvaient faire des externalités technologiques qui bénéficieraient dans d'autres domaines de l'économie pour faire de la croissance. On n'est même pas capable de travailler en franco-allemand, ni en français, ni en franco-allemand. Alors, quelque part, essayons de faire de sorte que la Commission pivote pour défendre un intérêt mieux compris européen, mais essayons dans chacun de nos pays de mettre un projet européen dans nos débats, parce que c'est nous les responsables. Moi, c'est le seul point de nuance, c'est vrai que la Commission est un problématique, mais les débats nationaux dans chaque État membre sont à côté des enjeux qui nous restent à faire. On a absolument besoin de passer à l'échelle, c'est ce que disait Antonin. L'énergie demande une coordination, avec des sujets qu'il ne faut pas passer sous la table, le rôle du nucléaire, le marché de l'électricité européen, les rentes énergétiques hétérogènes entre les pays européens, il y a des divergences d'intérêts. L'intelligence artificielle, ça va être la localisation des data centers et qui aura des rentes technologiques européennes. Tous les sujets, il y aura des hétérogénéités des rendements européens. Certains vont gagner, certains vont perdre. C'est comme ça. Il faut dire, nous, Européens, pour l'intérêt européen, on est capable de mettre un data center en Allemagne, pas forcément, mais c'est un exemple abstrait, mais en Allemagne, et que finalement, il y aura un peu de gains français, mais pas strict, parce que l'intérêt européen domine sur certains internationaux. Une fois que j'ai dit ça, pour moi, le problème, c'est pas vraiment la France, parce que la France est très européenne dans beaucoup de projets, elle pousse beaucoup sur l'intérêt étatique. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, je dois dire, c'est la stratégie allemande, parce qu'eux, ils ont des ressources fiscales, et ils ont fait des choix énergétiques propres. Ils ont fait des choix de positionnement géopolitique, de dépendance à la Russie propre. Ils ont fait des choix migratoires propres sans coordination. Ils ont fait des choix. Ils font beaucoup de choix assez propres. Ils ont du mal à intégrer la contrainte européenne. C'est une réalité objective que j'ai vue sur beaucoup de sujets. Là, ils ont un espace fiscal pour avancer très fort sur des sujets cruciaux comme la défense. Il faut absolument qu'on ait les moyens d'essayer de mettre une pensée européenne dans le budget allemand qui sera colossal dans les années qui viennent. Vous savez, Merz a fait un plan de 500 milliards d'investissements tous azimuts pour moderniser l'Allemagne avec une forte composante énergétique, parce que eux, la pression de la guerre en Ukraine est un ordre de grandeur supérieur au débat français, donc ils vont se réindustrialiser très très vite, beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Donc il faut essayer que ce vecteur un peu dramatique des dépenses militaires soit vraiment un vecteur d'une pensée interétatique européenne avec des retombées technologiques. Puis on avance dans le débat. La défense fait partie de ce que le rapport Draghi appelle les biens publics européens. Comment, puisque vous êtes sur ce sujet-là, on peut continuer. Comment vous essayez un bouger allemand? Comment on fait en sorte que la défense ne devienne pas un petit sujet national dans chaque pays et qu'en plus, il y ait des locomotives qui se mettent en marche pour entraîner toute l'Europe, quoi. C'est la question à 100 €, allez-y. Voilà. C'est un sujet complexe parce qu'il y a des intérêts nationaux très structurés entre des acteurs industriels très puissants. La France a une base industrielle dans ses technologies d'armement très puissantes avec des industries fortes, Thales, Dassault, la partie française d'Airbus et autres. Donc il y a des intérêts aussi, nous, qu'il faudra peut-être mettre en retrait comme concession pour avancer sur notamment le char et l'avion européen. Donc, et ça, c'est des choses dont on ne parle absolument pas. Enfin, vous connaissez tous le débat sur la taxe Zuckman, j'en suis sûr, mais le char du futur, l'avion du futur, alors que c'est crucial quand même, parce qu'il faut associer à ça, et je pense, un peu de concession sur une base industrielle dans d'autres pays français, et de l'enjeu, et je pense qu'Antonin Bergeaud sera avec moi, qu'on a tous en tête, c'est essayer de faire de sorte de ne pas vraiment coordonner les dépenses nationales militaires. C'est trop ambitieux, on n'y arrivera pas. Il ne faut pas mettre la barre trop haut. Mais qu'il y ait des fortes composantes technologiques amont pour créer des agences européennes de l'innovation militaire duale, sur le modèle de la DARPA. Plus gros que la DARPA, il faut peut-être redire ce que c'est l'agence américaine. Dans ces acteurs stratégiques qui restructurent le capitalisme américain, il y avait une agence qui est connue des économistes, qui s'appelle la DARPA, qui était l'agence qui était associée au budget militaire, qui était en charge des innovations technologiques duales. C'est-à-dire qu'ils faisaient des innovations technologiques pour l'armée, et en même temps, ils pensaient, est-ce que ça peut servir à la société civile? Le fait d'armes de la DARPA, c'est que c'est eux qui ont développé DARPANET, puis Internet. C'est eux qui ont créé Internet, qui était au départ une technologie de coordination des centres militaires, qui était robuste à une bombe sur un centre, avec décentralisation du réseau de coordination. Et ça a donné, après, ils ont pensé la projection dans la société civile, et ça a donné le développement d'Internet avec des innovations qui étaient aussi en France. Et donc ces agences étaient des agences clés, parce que, comme je l'ai dit, l'essentiel des budgets sont des budgets militaires. On va mettre 30 milliards d'euros de plus de dépenses militaires par an, 30 milliards d'euros par an. Le CNRS, c'est 6 milliards d'euros. Avec 30 milliards d'euros, vous faites 5 CNRS. En plus, en France, tout le temps. C'est ça l'ordre de grandeur. Donc cet argent-là, il faut au moins qu'il y ait une bonne partie. Et je ne voulais pas parler de l'université française, qui aussi sous-dotée. Je ne voulais pas défendre le CNRS. On peut aussi aider les universités avec cet argent. Mais on peut faire de sorte que cet argent
au niveau français et au niveau européen, il y a au moins le maximum de l'argent qui soit lié à des technologies amont avec des technologies duales et qui soit coordonné au niveau européen par des agences qui soient des agences type DARPA, donc européennes, qui pensent aux externalités positives, comme on dit, des technologies militaires. Ça, c'est faisable. Il y a le problème de la localisation dont tu as parlé, Antonin, mais c'est suffisamment en amont pour que les intérêts industriels soient assez indépendants de cette technologie qui permet de maximiser l'effet sur la croissance et le bien-être des dépenses militaires. Voilà, c'est des choses d'économie politique qu'on peut penser, sur lesquelles il faut pousser pour essayer d'utiliser au mieux ces dépenses militaires. Merci beaucoup. Alors, Pervenche Berès, comment vous voyez-vous cette idée de bien public européen qui est défendue par le rapport Draghi? Qu'est-ce que vous mettriez derrière et sur quoi on porterait les efforts, en plus de la défense là, qui a été bien illustrée? Pour moi, notre premier bien public européen, c'est notre ADN sur comment est-ce qu'on s'occupe de la planète. Ça, c'est le premier. Et c'est celui qui est le plus frontalement attaqué aujourd'hui. Bon, heureusement, vous avez vu, les États membres ont réussi à se mettre d'accord avec un petit mandat pour la COP 30, mais quand même, c'est très, très important. Ça, c'est très important. Ouais, bon, on pourra y revenir, hein, parce que c'est effectivement un sujet... Non, pour moi, c'est le premier bien public européen, parce que c'est là où, en plus, si vous voulez, ça fait très longtemps que je dis on ne va pas être des petits Chinois. Hein. Alors, je ne sais pas si on va arriver à être des petits Chinois pour faire des voitures électriques. Il faut avoir conscience dans cette salle, quand vous allez à Pékin, il n'y a plus de bruit. Il n'y a plus de bruit, parce qu'il n'y a pas un seul moteur thermique. D'accord ? Et donc, quand j'entends le patron de Stellantis sur TF1 expliquer qu'il lui faut 10 ans de plus, et que je croise un conseiller d'État qui m'explique qu'au nom de la subsidiarité, c'est un scandale que Bruxelles ait imposé une date butoir pour la fin des voitures thermiques sur un sujet majeur au cœur du marché intérieur, je pense qu'on a du boulot pour défendre ce bien public. Mais il faut le faire. Parce que, alors les Chinois, ils ont pris beaucoup d'avance, ils ont décidé ça. Après, c'est vrai qu'ils ne sont pas purs sur tout. Mais là, ils ont fait des trucs. Et nous, pourquoi diable on ne serait pas capable de le faire? Et je veux revenir sur ce qu'a dit Xavier, parce qu'en réalité, on est d'accord, cette idée de DARPA, elle est aussi très, très défendue par Philippe Aghion. Et il a raison, si on n'y arrive pas à 27, ben faisons-le dans des coalitions des volontaires, mais utilisons nos atouts. Pourquoi est-ce que les Américains et les plateformes nous piquent nos talents? Pourquoi est-ce que nos intermédiaires financiers placent toute notre épargne aux États-Unis pour financer des entreprises qui viennent ensuite racheter nos start-up? On est maso ou quoi? Et donc, je plaide quand même que le rôle de la Commission européenne, en plus, alors tout ça, le rapport Draghi, il est né d'une petite aventure politicienne. Hein. Le rapport Draghi, il est né parce que Mme von der Leyen était vexée que le Conseil européen ait demandé à M. Letta de faire un rapport sur le marché intérieur, parce qu'elle considérait que c'était son domaine. Et donc elle a dit, bon ben moi je vais aller demander à Draghi un rapport sur la compétitivité. Fair enough, que le meilleur gagne. Et donc elle a commencé son mandat avec les deux pièces majeures. Je veux pas le Draghi tout seul, j'ai écrit un papier que l'OFCE a bien voulu reprendre, dans lequel je démontre que si vous prenez Draghi tout seul, je ne sais pas, lui, il a été au MIT, il est totalement fasciné par les États-Unis, donc il veut nous transformer en Américains. Oubliez qu'on a un bien commun qui s'appelle un modèle social, hein, qui est fragilisé, qui a des trous partout, mais enfin qui est quand même pas mal. Et donc il faut le combiner avec l'État. Mais vous prenez les deux, vous avez la feuille de route pour faire ce qu'on a à faire, y compris le Green Deal, y compris maintenir cet objectif. Mais Mme von der Leyen, ça n'a pas vraiment l'air de l'intéresser. Bon. Il faut trouver quelqu'un d'autre pour s'en occuper. Il faudrait quand même, il y a un moment où on la rappelle à l'ordre. Parce que on peut faire des choses en franco-allemand, et il faut le faire. Et il y a des initiatives privées, tout n'est pas si dramatique. Vous avez vu, il y a un truc qui s'appelle Bromo. Hein, Airbus, Thales, Leonardo, pour aller essayer de rattraper la petite course, la grande course,
qui s'est lancé sur le spatial. Parce que sur le spatial, nous, on rêvait de grands satellites qu'on faisait avec une grande conception d'ingénieurs. Et puis les autres, ils ont décidé que finalement, ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire. Il fallait polluer tout l'espace spatial avec des petits satellites, mais que ça a été beaucoup plus efficace à produire. Et donc, il faut qu'on rattrape ça. Et donc, il y a cette initiative qui est lancée, qui est bien, quoi, qui est exactement ce qu'on doit faire, qui est une stratégie industrielle franco-italienne. Bon. Mais quand même, le pilote dans l'avion, pour réfléchir ensemble et penser un aggregate fiscal stand, je sais pas, enfin, penser... Quand j'étais jeune, quand j'étais étudiante, on parlait de l'allocation optimale, enfin c'était un truc avec les nations, là, il fallait... Non, on allait dire à chaque nation ce qu'elle devait faire pour avoir un jeu collectif qui fonctionnait bien. Mais c'est le rôle de la Commission. Évidemment, si on parle que de l'IA, on ne va pas y arriver parce que ça va être un pays et on n'a pas assez de billes dans l'équation pour nourrir tout le monde. Mais si on a une approche, si on met en œuvre le rapport Draghi, qui parle d'énergie, de télécom, de verre, de marché financier, il y en a pour tout le monde. Et c'est le pilote dans l'avion, ça doit être la Commission européenne. Voilà. Alors je rebondirai, vous avez parlé de nos atouts européens, Antonin Bergeaud, pour se sortir de cette ornière, hein, bien décrite par Pervenche Berès. Quels sont les atouts spécifiques que vous mettriez en avant ? Je vais essayer d'être un peu optimiste du coup. On a beaucoup d'atouts en Europe. Je pense que c'est d'autant plus frustrant que en fait, on a effectivement un système d'innovation collective qui a du mal à se mettre en route et à effectivement nous permettre d'avoir des entreprises de taille critique qui, on va dire, ont moins de 20 ans et qui sont sur des secteurs de technologie de pointe. Et d'ailleurs, le décrochage européen, il est en termes de productivité, comme j'ai dit au début, il est aussi en termes d'innovation, de capacité à pousser la frontière technologique en Europe sur ces technologies de pointe. Mais pourtant, on a beaucoup d'acteurs de petite taille. Alors, on a par exemple en Europe à peu près le même nombre de start-up deep tech, comme on dit, donc des petites entreprises qui sont sur des technologies vraiment de rupture très récentes. Par exemple, l'ordinateur quantique étant un exemple qu'on met souvent en avant, donc vraiment une technologie qui aura peut-être une application commerciale dans plus de 10 ans, peut-être 20 ans, mais sur laquelle aujourd'hui il y a déjà beaucoup d'entreprises qui se positionnent sur le nucléaire, etc. Il y a beaucoup de technologies où l'Europe est présente. On a des chercheurs qui produisent de la recherche de qualité et même des entreprises. Le problème, il se situe vraiment au moment où on arrive à essayer de comprendre comment faire en sorte que ces entreprises se développent. Parce que là, effectivement, ce que vous voyez et ce qui vient d'être dit par Pervenche Berès, c'est que beaucoup de ces entreprises délocalisent aux États-Unis souvent pour permettre de passer à la taille justement critique, c'est-à-dire en gros le moment où elles ont besoin de lever 100 millions de dollars ou 100 millions d'euros. Effectivement, en Europe, elles ont beaucoup de mal à trouver un interlocuteur, beaucoup plus facile aux États-Unis. Si vous voulez devenir une entreprise de la taille des GAFAM, ou quel que soit le nom qu'on leur donne aujourd'hui, c'est ce genre d'investissement qu'il faut pouvoir faire assez rapidement. Voilà. Donc ça, en Europe, on a un peu de mal on a beaucoup de mal même encore à proposer une solution pour le faire, pour des raisons qui sont d'ailleurs assez liées à tout ce qu'on a dit jusque-là. C'est-à-dire que, évidemment, quand vous êtes investisseur, vous allez aller chercher des rendements importants, et les rendements, ils sont aussi liés à la capacité d'une entreprise à bénéficier d'une taille de marché importante. Or, dans la mesure où on est encore un marché très fragmenté, évidemment, vous avez une espérance de rendement qui est largement supérieure aux États-Unis, et donc c'est beaucoup plus facile de trouver des investissements là-bas. Mais on a quand même la base scientifique et technologique qui est présente. On a par ailleurs des pays qui encore ont un espace d'investissement public important, alors pas la France, mais l'Allemagne, qui est quand même le plus gros pays européen, investit, alors, comme Xavier l'a très bien dit, pour l'instant de manière un petit peu autonome. Et c'est difficile pour la France, je pense, de le reprocher à l'Allemagne, mais c'est sûr que ce n'est pas forcément le plus efficace. Mais on a du coup on a de l'épargne, on a une capacité d'investissement, donc en fait on peut se donner les moyens, en tout cas pratiques, après les blocages est peut-être plus politique, pour mettre en place ces politiques pour remettre l'Europe en avant. Donc on a des atouts, et surtout, et là je vais vraiment être d'accord avec Pervenche Berès, je pense que notre atout principal, c'est qu'il y a des sujets sur lesquels on arrive à se mettre à peu près d'accord, c'est nos valeurs au sens très large européennes. Alors l'environnement évidemment,
je pense que l'environnement, c'est aussi facile de se mettre d'accord sur l'environnement parce que c'est un truc, c'est des efforts qui sont essentiellement de se fixer des objectifs. Et là où on n'est pas d'accord sur l'environnement, c'est comment on met en place la structure économique et industrielle qui nous permettent d'atteindre ces objectifs. C'est là où ça bloque. Donc peut-être j'aurais quand même une nuance, mais on a quand même une vision sur le fait que notre empreinte sur la planète, l'empreinte de notre économie doit diminuer. On a une forme d'aversion au risque, ou en tout cas on apprécie la protection du consommateur, la protection du travailleur. On est très averse, par exemple, à un monde dans lequel on accepterait qu'une entreprise comme Amazon licencie du jour au lendemain 10 000 personnes parce qu'elle décide que finalement son modèle d'IA qu'elle avait poursuivi ne marche pas, et puis bon, allez, on commence à un autre. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui se produit tout le temps, et on entend beaucoup d'économistes qui vous disent que si on veut avoir Amazon ou Google en Europe, il faut laisser ces entreprises gérer leur main-d'œuvre un peu comme ils l'entendent et baisser très fortement les coûts de restructuration de ces entreprises. Je pense qu'en Europe, on a des valeurs assez différentes, et effectivement, l'idée de se plaquer complètement sur un modèle américain ne marchera pas. En revanche, le problème de ces valeurs qu'on a en Europe et qui sont partagées globalement entre tous les pays, c'est qu'elles ne sont pas complètement compatibles avec justement une zone qui serait à la frontière technologique et qui pourrait rester dans la course avec la Chine et les États-Unis. On ne peut pas avoir à la fois toutes ces régulations de protection du consommateur sur la vie privée, sur le partage des données, sur ce que les modèles d'IA peuvent faire, et espérer que des entreprises vont investir 80 milliards d'euros, puisque c'est le montant que Google, par exemple, investit aux États-Unis, 80 milliards par an pour aller pousser des modèles d'IA, quand ils n'ont aucune visibilité sur les contraintes qu'on va leur faire poser et éventuellement les amendes qu'ils vont devoir subir dans le futur parce qu'ils n'ont pas été compliant avec ces réglementations. Donc il faut savoir un peu ce qu'on veut, on ne peut pas tout avoir. Je pense que si on pense que nos valeurs, c'est ce qui nous caractérise et que c'est ce qui fait la force de l'Union européenne, il faut rester cohérent avec ces valeurs. Par contre, effectivement, on ne pourra peut-être pas développer des modèles d'intelligence artificielle qui vont concurrencer Google, OpenAI, etc. Peut-être qu'il y a d'autres vecteurs qu'on peut activer. Mais tant qu'on essaiera de se dire qu'on veut tout avoir en même temps, on n'y arrivera pas. Et en fait, c'est pire qu'on y arrivera. On va arriver dans un équilibre dans lequel on sera plus capable de produire les outils mêmes qui nous permettent de préserver ces valeurs, et on devra finir par y renoncer d'une manière ou d'une autre, puisqu'on aura détruit une grande partie de notre économie. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir conscience de cette limite. Je m'interroge quand même, mais on y reviendra sur... On est le premier marché mondial, donc on pourrait se donner les moyens, mais on pourra en reparler. Peut-être je voudrais donner la parole à Clara Léonard sur cette question des biens publics européens. Alors, on a parlé du climat, qui est bien sûr un bien essentiel. Et oui, on arrive à se mettre d'accord sur des objectifs qui sont à la fois nécessaires et ambitieux. Mais comme l'a très bien dit Antonin, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les moyens. Alors, c'est vrai pour deux raisons, parce que ça implique de se poser des questions beaucoup plus sensibles et beaucoup plus politiques. La première question, et ça a déjà été dit pendant ces discussions, c'est qui paye ? Finalement, et surtout pour la question du climat, la caractéristique par rapport aux révolutions industrielles passées, c'est que vous avez une très large part de ces investissements qui soit ne génèrent pas du tout de croissance, et d'ailleurs ce ne sont pas des investissements, ce sont plutôt des dépenses, soit qui sont incertains, soit qui seront rentables, mais à très long terme. Donc ça implique de se partager aussi une facture avec des pertes. Donc c'est beaucoup plus sensible que simplement investir dans des technologies qui vont être rentables à terme. Donc qui paye, ça se pose à la fois entre public et privé, et ça se pose aussi entre États membres. Finalement, est-ce que c'est l'Allemagne, est-ce que c'est la France, etc., etc. Voilà, donc ça c'est la première question. Et ensuite, la deuxième, c'est la question de la hiérarchisation de nos objectifs. Donc on a des objectifs dont on a parlé, qui sont de maintenir la soutenabilité de nos dettes publiques, ce qui est absolument essentiel. Après, il y a des débats sur comment, quel niveau d'austérité, etc. Et en même temps, on a des objectifs très ambitieux sur le plan climatique, encore une fois nécessaires, mais on n'a pas de règles climatiques. C'est-à-dire quand il s'agit de débats budgétaires, là, on a un suivi, on a des sanctions, on a des objectifs très précis par année avec une planification, etc. Mais quand il s'agit d'objectifs climatiques, on est dans le beaucoup plus flou, et surtout, on n'a pas de planification des investissements. On n'a pas de fonds européens pour ces dépenses existentielles dont on vient parler, donc on pourrait aussi parler de l'armement, etc. Si on prend ReArm Europe, par exemple, vous avez un manque de transparence
est assez grave. En fait, on va aller ponctionner un peu partout pour essayer de construire un plan de 800 milliards qui a été annoncé. On va aller un peu ponctionner sur le fonds de cohésion, de faire des facilités de prêts garantis, mais on ne comprend pas très bien comment ça fonctionne. Il n'y a pas de vrai gros fonds avec une vraie discussion transparente sur qui paye. Alors, pour savoir qui paye, il faut définir des critères de justice climatique, de qui doit payer. Alors, là, c'est là où ça deviendra très politique, mais je peux suggérer quelques critères, par exemple, quelles ont été les émissions historiques, qui a les capacités financières de payer, quels sont les besoins de financement de la transition dans chaque pays, qui est en retard ou bien qui va connaître des restructurations sectorielles particulières. Voilà. Donc en fait, ça c'est un vrai choix politique qui est nécessaire et qui doit être évoqué de manière transparente. Un dernier mot, je vais essayer d'être rapide. On n'arrive pas à s'entendre aussi parce que les discussions sont en silo. C'est-à-dire que vous allez être très clairement gagnant ou perdant en tant que pays si on parle de telle discussion sectorielle, de tel projet, des questions budgétaires, etc. Mais par exemple, encore une fois, ça va vous sembler être une obsession, mais quand on parle de cette renégociation des règles budgétaires européennes, c'est des discussions qui ont été effectuées sans parler du climat, alors que c'est un sujet essentiel, la question du financement et de notre capacité budgétaire pour financer ces dépenses de transition. Et de l'autre côté, vous allez avoir des discussions sur les questions du climat, etc. Donc finalement, l'Allemagne, dans les discussions budgétaires, elle est considérée comme la bonne élève, etc. Alors que quand on parle de climat, c'est plutôt la mauvaise élève, avec une dette climatique forte, etc. Donc en fait, on n'est pas tous les bons élèves ou les mauvais élèves dans tous les domaines. Et en fait, si on avait une vision beaucoup plus transversale avec qui gagne et qui perd dans quel secteur, dans quel débat, et bien là, on pourrait voir qu'il y a des accords qui sont possibles. Alors, j'en profite du coup pour poser une double question à Julia Maris. C'est à la fois de voir votre vision comme énergéticienne de ce bien public qu'est l'énergie en Europe, et pour rebondir sur ce que dit Clara Léonard, est-ce que finalement le climat, c'est pas la mère de toutes les batailles qui irriguerait un peu tous les autres domaines, l'innovation, l'emploi, le modèle social ? J'aimerais bien vous entendre aussi là-dessus pour continuer à avancer, parce qu'on a l'impression qu'effectivement l'Europe, qui était très en avance avec le pacte vert et tout un tas de réglementations, est en train de reculer, pendant que les Chinois, au contraire, mettent le pied sur l'accélérateur. Merci beaucoup, Marie. En fait, ce qui est amusant, c'est que j'ai travaillé pendant 22 ans avant de rejoindre l'énergie dans le domaine de la défense. J'ai notamment été la conseillère affaires européennes d'un ministre de la Défense. Et j'ai été pendant des années chargée en fait, des questions européennes et de la construction de l'Europe de la défense. Et à des moments très différents, j'étais chef du bureau à la Direction générale de l'armement, on parlait des grands programmes d'armement. Et puis je suis partie en mobilité dans le secteur spatial dont on parlait aussi. Je suis revenue. Et quand j'ai été nommée au cabinet du ministre, 10 ans après, j'ai retrouvé globalement les dossiers là où je les avais laissés alors que j'étais chef de bureau. Pourquoi ? Alors ça, c'est une grosse différence avec l'énergie. À l'échelle nationale, moi j'ai été à la commission du Livre Blanc après l'élection de Nicolas Sarkozy et j'étais à la conseillère affaires européennes de Jean-Yves Le Drian. Donc j'ai fait droite-gauche en matière de défense. Franchement, c'était exactement pareil en termes de politique. Il y a eu la particularité du retour dans le commandement intégré de l'OTAN, mais globalement, sur les grands arbitrages industriels, le soutien à l'industrie nationale, il n'y avait pas de clivage politique. Entre nous, je m'attendais à trouver ça dans l'énergie, comme un bien commun. Bon, j'ai été déçue, parce que c'est très instrumentalisé politiquement, on y reviendra. Mais je voulais vraiment rebondir sur ce qu'on s'est dit, parce que je crois que la difficulté pour les États à faire des trade-offs multisectoriels pour faire émerger l'intérêt général européen, la France en est très largement responsable. On parlait du projet FCAS, futur avion de combat. On a dit pour préparer l'après-Rafale. Avant le Rafale, il y avait un projet européen qui s'appelait l'Eurofighter. Et notre industrie est sortie du projet parce qu'il n'y avait pas assez de parts pour soutenir notre acteur de référence en matière d'aviation de chasse, dont on était très fiers. C'est un fleuron industriel. Et donc on a pensé à ce moment-là que notre intérêt était de sortir. Et là, je rejoins ce qu'a dit Pervenche. On a été très
vocaux, on a dit beaucoup de choses à l'échelle nationale et l'Europe n'a rien dit. Et pourquoi l'Europe n'a rien dit? Parce que là, j'entends ce qu'on se dit. Il faut du budget, il faut que l'Europe donne de l'argent pour la défense. Moi, j'ai vécu un moment où je n'ai pas arrêté de faire des fiches, où je sortais l'article 223 du traité, qui interdisait à l'Union, à la Commission, de prendre la moindre initiative sur tous ces domaines qui touchaient à la défense nationale, au motif que c'était le précaré des États membres, circulait, il n'y a rien à voir, on était dans le pilier intergouvernemental, c'était un autre registre de traité que celui qu'on connaît aujourd'hui. Mais pendant très longtemps, la France a été celle qui a mis des barbelés pour que ce soit des politiques purement nationales. Alors maintenant qu'on cherche un petit peu de financement, parce qu'on est un petit peu gêné aux entournures sur certains sujets, on se tourne vers le budget européen en leur disant « il va falloir financer ». OK. Donc on peut comprendre qu'on n'arrive pas à faire le volte-face auprès de nos partenaires du jour au lendemain. Politiquement, on a beaucoup poussé l'Europe de la défense, c'est vrai. On a poussé pour un triangle. On aime les trilemmes et les triangles sur cette table. On a voulu faire l'Europe de la défense avec... Il n'y avait que nous, la France, qui voulions l'Europe de la défense. Avec les Britanniques, qui voulaient la défense sans l'Europe. Avec les Allemands, ils voulaient l'Europe sans la défense. Et on a passé tout un moment à tourner autour de ce truc-là. Vous avez fait du Tetris? Mais c'était une réalité. Et quand vous rajoutez à ça le partage industriel, avec cette expression magique qu'avait inventée l'Europe, qui sait quand même inventer des super expressions, le juste retour. C'est Madame Thatcher, ça. Hein? Madame Thatcher. Mais on l'a eu dans la défense avec les, entre guillemets, plus petits pays de défense qui disaient « mais moi, je veux un trade-off. Si on me force à acheter un matériel qui a été produit en coopération franco-allemande ou franco-britannique, je veux que vous m'achetiez mes olives. Je veux des deals de cette nature-là. » Et ça n'a pas vraiment abouti. Donc cet intérêt suprême européen, la notion d'intérêt général qui nous transcenderait tous, on a beaucoup de mal à l'avoir. Alors maintenant, pour répondre à votre question très concrètement, Marie, sur l'énergie et cette notion de bien commun, si je devais citer quelques biens communs, je pense que, alors le climat évidemment, enfin la défense du climat, c'est l'ADN dont on parlait. Je pense que, je ne sais pas si on dit que c'est la mère des batailles, mais en fait il y a beaucoup de grands sujets comme ça. Si ça tombe, ça emporte le reste. Je pense que le climat social, le lien social, c'est la même chose. Alors qu'est-ce qui sera la poule et l'œuf? Est-ce que c'est la détérioration du climat qui va engendrer un délitement social ou le délitement social qui va engendrer le dérèglement climatique accentué? Je pense que les deux vont s'auto-alimenter. Donc je ne veux pas faire de choix de priorité, mais je pense que tous les acteurs, chacun dans nos domaines, et je pense que les entreprises ont une responsabilité de ce point de vue-là, on doit se poser la question, je porte une partie de l'intérêt collectif européen quand j'exerce sur le marché européen. Et dans l'énergie, c'est très net, parce qu'en fait, il y a la réalité géographique du territoire européen. Et on a un acquis qu'il ne faut surtout pas perdre, et je crois que vous l'avez mentionné, Pervenche, c'est la notion d'interconnexion des réseaux européens. En fait, tout le monde dit en ce moment « Ah, il y a moins de consommation d'électricité, ça pose un problème ». Ça, c'est formidable, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y avait pas assez d'électricité, ça posait un problème. Vous vous rappelez l'explosion des prix au début de la guerre, parce qu'il y avait une indisponibilité des centrales nucléaires, les prix du gaz étaient extrêmement hauts, le système du marché fait s'aligner sur les prix du gaz, tout le monde est horrifié de l'énormité des prix. Aujourd'hui, on est dans une situation inverse. Il y a un surplus d'électricité. Ce n'est pas tout à fait anodin. Grâce à nos interconnexions, on a exporté plus de 90 TWh. Donc la France est excédentaire. Donc le marché apporte de la richesse finalement au pays, mais on trouve le moyen de s'en plaindre aussi. Donc en fait, on n'est quand même pas toujours cohérent dans nos positions et on arrive à être mécontent de toutes les situations. Donc il ne faut pas perdre ça. Certains commencent à dire qu'il faut revenir sur le marché européen de l'énergie. Il y a des petites touches sur ce sujet-là. Je pense qu'on doit bien mesurer, quand on tient de tels propos, les conséquences que ça peut engendrer, les chocs systémiques que ça peut déclencher, et le risque, en fait, en termes de lien social, et puis également le risque sur les cibles climatiques. Parce que, en fait, ce qui est formidable, c'est qu'on exporte de l'énergie parce qu'il y a une plus forte pénétration des énergies renouvelables dans le mix électrique de l'Europe. Et je pense qu'il faut s'en féliciter. Et on n'est pas en train de dire qu'il faut une seule source d'énergie. Et ça, c'est notre deuxième bien, je pense, c'est la notion de mix énergétique.
Et il faut se bagarrer pour ne pas opposer les sources d'énergie les unes aux autres. Et en France, comme à Bruxelles, on oppose le nucléaire, les renouvelables, le thermique. En fait, on n'a pas le luxe de les opposer. Il faut avoir de moins en moins de fossiles. Le fossile doit être utilisé dans ce qu'on appelle la pointe. Quand il y a un pic de demande, là, le fossile intervient. En base, on doit pouvoir faire face avec des énergies bas carbone, soit complètement décarbonées, le renouvelable, soit le nucléaire. On doit pouvoir stocker l'énergie. C'est tous ces sujets-là qu'on doit adresser de manière ultra factuelle. Donc pour moi, mon appel à l'aide, c'est de dépolitiser ces sujets, de revenir sur une approche assez factuelle. Et c'est peut-être ça qui permettra d'incarner un intérêt général européen en restant sur des faits et des chiffres. Alors Julia Maris s'est exprimée sur cette question, est-ce que la transition écologique est la mère de toutes les batailles? J'aimerais bien quand même vous entendre les uns et les autres sur ce sujet avant de laisser la parole aux questions de la tablette. Moi je me suis déjà exprimée. Moi, Ceux que ça inspire ou pas? J'aimerais que ce le soit. Aux États-Unis, pas du tout. Ils sont très loin du sujet, ils sont réinvestis dans l'hydrocarbure. Donc c'est effectivement un point de coordination de nos valeurs européennes important. Je pense que ce qui a été dit est très juste. Si jamais ça tombe, les modes même de discussion narratif européen de coordination seront réinventés. Donc je pense qu'il faut absolument garder cette orientation. Après, malheureusement, il y a tellement d'autres objectifs qu'il faudra articuler à ça. Et le point de vue de nos amis lituaniens, estoniens est un peu différent sur la mer des batailles aujourd'hui. C'est assez marrant, même qu'on va en Allemagne. En ce moment, le débat en allemand, c'est les drones qui volent au-dessus des aéroports. Donc il y a une difficulté à garder cet horizon du temps long, qui est le vrai sujet crucial pour nous, pour nos enfants, qui est l'horizon climatique, dans un environnement où tous les enjeux de court terme sont surinvestis politiquement. Et donc il faudra beaucoup d'énergie. Et je pense que les dépenses... Enfin, moi, c'est ce qui m'intrigue, c'est que le consensus dont vous parliez politique fait qu'on a une hausse des dépenses militaires colossales, qui passe dans le consensus national, alors que les montants nécessaires pour l'investissement climatique suite au rapport Pisani-Mahfouz, on n'arrive pas à le faire sortir. Donc il y a quand même un décalage entre les pratiques et puis les discours. Même en France, dans le débat français. Et ça me chagrine un peu, si je puis dire. Clara Léonard, sur ce sujet. Je pense en effet que c'est la mère de toutes les batailles, mais donc il y a peut-être une bataille cachée, une bataille sous-jacente. Alors j'ai évoqué cette spécificité des investissements de transition. On a dit beaucoup de bien du rapport Draghi. J'aimerais en concluant évoquer certains angles morts, certaines limites du rapport Draghi. En fait, il se concentre beaucoup sur la mobilisation des capitaux privés pour financer ces dépenses existentielles en faisant baisser le coût du capital. Mais en réalité, il omet encore une fois qu'il y a une part très très significative d'investissements qui ne sont pas productifs dans la transition. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour financer la transition juste, les réparations des dommages, les rénovations énergétiques, toutes ces dépenses finalement de la transition? En fait, le problème de ce rapport, c'est qu'il sous-estime le rôle de l'État. Et donc, il faut s'accorder profondément sur notre esprit économique et sur le rôle qu'on veut donner à l'État dans l'Union. Donc, en fait, il faut penser l'État de manière beaucoup plus large. Par exemple, quand on parle de dette publique, on en parle finalement de manière très générale, on parle tout le temps de la dette sur PIB, etc. Mais on peut tout à fait optimiser la structure de la dette publique. Donc, il y a la question de la dette commune, il y a la question des maturités des dettes, de l'indexation sur l'inflation. C'est des débats techniques, mais finalement qui permettent de renforcer la soutenabilité, de financer davantage la transition. Ensuite, aujourd'hui, on est dans un système, alors c'est Daniela Gabor et Benjamin Brown qui ont évoqué ça, de dérisking. C'est-à-dire que l'État est toujours dans une situation où il va prendre les pertes, alors que le secteur privé, lui, va se concentrer sur les investissements qui sont rentables. Il y a une vraie question à se poser qui est, est-ce que finalement, on doit changer les incitations pour que le secteur privé soit plus responsable et même parfois aussi et demander au secteur privé et à certains acteurs de payer. Ensuite,
il y a une grosse réflexion à avoir sur l'architecture européenne et sur le rôle des institutions européennes à l'aune de ces besoins existentiels et de cette question climatique. Par exemple, la Banque européenne d'investissement. Alors ça a évoqué un peu dans le rapport Draghi, mais elle a une politique de risque qui n'est pas du tout adaptée, encore une fois, à la nature de ces investissements. Il ne faut pas les prendre comme des investissements de politique industrielle classique. Donc il faut amender cette politique de risque. Quid d'un fonds spécialisé, quid des outils de la BCE, on n'a pas parlé politique monétaire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne n'a pas des outils adaptés à la volatilité des prix qui va être liée à la transition et au réchauffement. Elle est dans un dilemme entre lutter contre l'inflation à court terme ou permettre le financement de la transition à long terme. Voilà, donc ça, c'est vraiment des débats majeurs sur la réorientation autour d'une planification et des objectifs clairement définis en caractérisant la spécificité de la transition qu'on va vivre. Je peux revenir là-dessus ? Juste, bon, moi je suis aussi, je fais la part des choses à propos du rapport Draghi, et encore une fois je vous invite à lire la note que j'ai écrite là-dessus, mais il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Et ce que Draghi dit, c'est que sur l'innovation, on doit aller beaucoup plus loin. Et il y a toute une partie qu'il propose, qui est quand même sur la meilleure mobilisation des capitaux privés, qui suppose des initiatives de la Commission. Alors, on me dit que ça va sortir. Bon, très bien, mais ça fait déjà plus d'1 an que ça aurait dû ou pu sortir. Et puis, il propose quand même un emprunt commun. Hein. Et dans cette note à laquelle je fais référence, je l'ai écrit très très vite après la sortie du rapport. Et je voyais 2 risques. C'est que tout le monde se jette comme la vermine sur le bas clergé sur le terme de simplification et qu'on laisse tomber l'emprunt commun. Mais malheureusement, j'ai eu 100% raison. D'autant plus que la simplification telle qu'elle est utilisée, mais c'est un enfant de CP ne peut pas faire ça. C'est vraiment... Il y a de la marge de manœuvre pour faire de la simplification intelligente. Dans le domaine vert, vous avez un truc qui s'appelle CSRD, un autre qui s'appelle SFDR, un troisième qui s'appelle taxonomie, j'en passe et des meilleurs. Et tous ces machins ont des champs d'application différents, des définitions différentes, et le puzzle ne rentre pas dans la même boîte. Et donc la meilleure simplification, c'est pas de dire « Ah, on va couper la barre, on va descendre la barre », c'est comment est-ce qu'on fait travailler tout ça ensemble? Et donc, il y avait de la marge pour faire de la simplification intelligente. Et c'est le contraire qui est en train d'être fait. C'est juste une horreur. Parce que c'est un détricotage de la base du bien public commun sur lequel manifestement toute cette table ronde est d'accord. Parce que si vous n'avez pas les chiffres, si vous n'avez pas l'image, si vous n'avez pas le reporting de ce dont vous voulez parler, vous êtes impuissant. Et l'autre chose, c'est sur le rôle de l'État. C'est là où on a besoin de l'État. Sur le rôle de l'État, on a besoin de l'État. Et parce que c'est ça le bon équilibre, justement. C'est celui qui vous dit que toute cette révolution, toute cette mobilisation, on ne peut pas la faire au prix de notre modèle social, que la transition écologique, exactement comme le dit Pisani-Mahfouz, ben, ça a un coût social qu'il faut accompagner, qu'il faut intégrer. Et le modèle européen, c'est ça. Et c'est ce vers quoi il faut essayer de tendre. Alors, ce n'est pas l'objet de cette table ronde, il faut reconnaître que les conditions politiques du débat au sein de l'Union européenne ne sont pas encore aussi dramatiques qu'elles le sont au Congrès des États-Unis ou au PC chinois, mais ce n'est pas si facile que ça. Hein. Mais en même temps, Madame von der Leyen, elle a quand même été élue sur une base qu'on appelle la majorité pro-européenne et pas une majorité qui flirte en permanence avec une extrême droite qui veut renationaliser l'ensemble des politiques et détruire ce bien public européen. Donc voilà, mais je trouve que on est à un moment où on a les outils sur la table, mais bon, comme Français, on est un peu fragilisé pour dire des choses fortes sur ce que l'Europe doit faire, et en même temps, il faut quand même le faire. Xavier Rago, vous vouliez réagir, et ensuite un mot pour Antonin Bergeaud.
Juste un point sur le financement de la transition climatique. C'est pour faire réagir Clara Léonard. Moi, mon point de vue, c'est le suivant, c'est que grosso modo, la transition énergétique, ça veut dire qu'on va investir plus. Effectivement, ce n'est pas des investissements productifs, et donc on va consommer moins. Et ça, il faut le dire, on va peser sur le pouvoir d'achat. Pour moi, la transition énergétique doit être financée par l'impôt et pas par la dette. Voilà, c'est tellement important, on se sacrifie, nous, notre génération, pour investir aujourd'hui pour les générations futures. Et donc, il faut le faire. Quel est le meilleur impôt avec le système dont tu parlais? C'est l'ISF climatique pour permettre le financement. Et je pense qu'il y a un danger si on dit qu'on va financer la transition écologique par la dette, on risque de jamais vraiment le faire et qu'on n'ait pas ce mouvement un peu de sursaut collectif. Il faut investir dès maintenant avec les ressources des générations actuelles qui doivent se sacrifier pour un petit peu, on parle de 1% du PIB, c'est pas énorme, hein. Je ne veux pas non plus être... Mais il faut faire, donc on va consommer moins, on va investir plus pour le climat dès maintenant. Il ne faut pas essayer de laisser penser qu'on va retarder ce choix avec de la dette. Donc il faut financer par l'impôt. Je vous laisse répondre Clara Léonard et après promis c'est Antonin Bergeot. Je suis tout à fait d'accord, mais je pense que, étant donné les montants, il faut une combinaison d'outils de financement. Donc, d'ailleurs, on a écrit un gros rapport avec l'Institut qui s'appelle la boîte à outils du financement de la transition, en montrant qu'il faut à la fois de la dette et en effet de nouveaux impôts, comme par exemple l'ISF climatique, mais on ne peut pas se permettre de se reposer sur un seul outil de financement. Donc, je suis aussi assez d'accord. Cela dit, on finance avec la dette des choses qui me paraissent bien plus absurdes que le climat. Donc, finalement, je ne sais pas si c'est le premier combat que j'irai chercher, mais non, je suis assez d'accord. Et aussi, effectivement, peut-être, puisqu'on cherchait des points d'optimisme, on a en Europe, si on a un décrochage technologique, il n'est pas visible sur les clean tech, les technologies vertes. On reste encore capable de faire avancer l'efficacité de nos technologies, de notre production en termes de CO2. Donc c'est quelque chose qui est pour le coup assez cohérent avec notre modèle et nos valeurs et dont il faut se réjouir. Et qu'il faut surtout essayer de préserver. Alors la Chine récemment, je crois, en termes de brevets verts, dépassé l'Europe, mais enfin on reste très largement plus vertueux de ce point de vue-là que les États-Unis. Merci beaucoup. Alors je vous propose de... allez-y Julia Maris, puis après on passera aux questions. Oui, je voulais... Juste, la discussion qu'on a, en fait, a fait germer au fur et à mesure de mes prises de notes une réflexion. Je me demande quand même si le sujet, c'est pas que l'Europe utilise ou occupe sa juste place. C'est-à-dire qu'elle intervienne, pour qu'elle revienne dans l'histoire, pour reprendre le titre qui nous était demandé, qu'elle intervienne vraiment là où elle a une valeur ajoutée, quand il faut faire des arbitrages supranationaux, quand il faut fixer un cap politique, quand il faut faire face aux grandes puissances mondiales parce qu'il y a un effet de masse par les pays, la population, la richesse qui la compose. Et puis, et c'est peut-être ça qu'on a raté collectivement, il faut qu'elle arrive à s'effacer beaucoup plus vite pour que les États jouent leur rôle, et peut-être, et c'est vraiment ça le point qui m'interpelle, c'est peut-être qu'en France, vu comment on fonctionne, on oublie la dimension du rôle des territoires, parce qu'on est quand même très centralisé. Je me demande si les débats qu'on a, les pays qui ont davantage libéré l'énergie de manière décentralisée, en donnant aux gens le plus proche du terrain la responsabilité de choisir pour l'énergie quel est le bon mix énergétique compte tenu de la réalité de leur écosystème, de la démographie à laquelle ils sont confrontés, aux enjeux d'évolution de la société sur un périmètre, et traiter ces sujets-là quand on est une grande métropole ou quand on est un petit village, c'est pas la même chose. Et peut-être qu'il nous manque un peu cette logique de subsidiarité qui pendant un moment était un principe qu'on entendait dans toutes les bouches quand on parlait des traités européens. Je me demande si c'est quand même pas la clé de cette équation pour venir dans l'histoire. Alors, vous me permettez justement de faire la transition avec les questions. Il y a plusieurs familles de questions, et notamment une famille de questions sur quelle est la meilleure organisation politique en Europe pour relever tous ces défis. Donc, vous avez toujours ceux qui disent qu'il faudrait plus de fédéralisme, ceux qui disent au contraire qu'il faudrait finalement que chaque État reprenne ses billes et puis qu'on fasse des coopérations intergouvernementales efficaces. Il y a cette question de la subsidiarité aussi qui apparaît dans les questions. Donc il y a cette famille sur l'organisation politique de l'Europe. Quelle serait la plus efficace ?
Il y a des questions sur le protectionnisme comme solution, point d'interrogation. Une question interroge mon affirmation sur le fait qu'on est le premier marché mondial, d'où ça vient, et est-ce que c'est toujours le cas ? Et puis, sur cette question du protectionnisme, on parle climat, mais on importe chinois. Où est la cohérence dans tout ça ? Et puis, une troisième famille de questions sur on parle de combattre la dette alors qu'il faut investir. Donc, comment on gère ? Alors, vous avez déjà parlé des enjeux de financement, mais dette versus investissement dans des domaines fondamentaux comme la défense, le climat. Voilà, je ne sais pas si l'un ou l'autre, là, sur ces familles de questions, avait envie de vous positionner. Je peux commencer peut-être sur l'organisation politique de l'Europe, moi je crois que la Commission a un grand rôle à tenir. Je veux dire, elle a le monopole de l'initiative. Il faut que quelqu'un pense l'image globale. Clara Léonard a un peu rebondi sur ce que je disais, qu'il faut faire des big deals. Il faut que nous, on fasse un big deal qui fait que chacun s'y retrouve. Et la personne qui est la mieux placée pour penser ça, c'est la Commission européenne. Mais pour ça, il faut qu'elle écoute un type qui vient de recevoir un prix Nobel d'économie et qui propose de prendre le meilleur de la Chine en le combinant avec ce que nous savons faire, c'est-à-dire la planification et la concurrence. Et c'est ça dont on souffre. Et la gouvernance qui doit permettre de piloter ces deux outils en parallèle, c'est la Commission européenne. C'est pour ça qu'elle a été construite fondamentalement. On l'a oublié, mais dans l'histoire de la Commission européenne, elle a été créée pour mettre en œuvre une vraie stratégie de politique industrielle. Alors c'était une stratégie déclinante, puisque c'était la sortie de l'acier et du charbon, avec toute la restructuration qu'il y a eu après la Seconde Guerre mondiale. Mais il faut renverser la vapeur et remettre en œuvre ce mode de pensée avec une capacité de... Et nous, en France, on n'a pas cette chance. À l'échelle de l'Union européenne, il y a un massin qui s'appelle le cadre financier pluriannuel. Donc c'est quel meilleur outil pour faire une vraie planification ? Et quand j'entends des gens qui, en France, me disent aujourd'hui que l'objectif en termes de délai pour renoncer au moteur thermique des voitures, c'est un terrain sur lequel l'Europe se mêle de ce qui ne relève pas de son domaine, les bras m'en tombent. Donc, mais ça ne suffit pas. Il faut que mille fleurs éclosent. Et à côté de ce pilotage fondamental par la Commission autour de ce duopole, ce diptyque planification-concurrence, il faut que mille fleurs éclosent et que s'il y a une initiative Airbus, Thales, Leonardo, très bien, tout le monde doit applaudir. La stratégie des DARPA, c'est très important. On parle de plus en plus de cette idée de coalition des volontaires, mais oui, évidemment, il faut le faire. Mais il faut le faire de manière inclusive, pour ne pas frustrer, pour ne pas fabriquer des ressentiments parmi les autres États membres. Et le meilleur moyen de le faire, il se trouve que j'ai eu la chance de travailler dans un groupe d'experts franco-allemands où on a essayé de réfléchir sur ces questions-là. Une coalition de volontaires, c'est plutôt que de faire à 27, alors qu'il y a toujours un Hongrois ou un Luxembourgeois ou un Français qui est contre, que ceux qui veulent avancer puissent le faire. Mais qu'on puisse utiliser le cadre communautaire, par exemple, pour organiser un budget. Parce que si on est dans le cadre communautaire, ça veut dire que ceux qui n'y sont pas au point de départ ont toujours une porte ouverte et se sentent chez eux pour rejoindre le mouvement le jour ou au moment où ils sont d'accord pour le faire. Et donc ça, je pense que c'est une chose très importante. Sur le protectionnisme, on y a réfléchi. On a fini par y réfléchir. Quand j'ai été élue pour la première fois en 1994, on parlait déjà de protectionnisme ou de réciprocité, on parlait à l'époque, on était très pudiques. Bon, maintenant, ça n'est plus un gros mot. Mais on a inventé un système qui s'appelle le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Il faut l'utiliser à fond, les autres, ils ne sont pas si naïfs que ça. Tous ceux qui ont un peu regardé le développement du marché chinois, ils le savent. Il y a 20 ans, quand vous vouliez investir en Chine, vous ne pouviez pas y aller comme ça. Il fallait faire ce qu'on appelait une joint venture.
C'est-à-dire que vous faisiez une entreprise, vous étiez à 50-50. Et en plus, il fallait faire du transfert de technologie. Ben, on a le droit de faire pareil. Hein. Mais juste, il faut arrêter d'avoir peur. On est comme si on avait des phares allumés là devant nous qui nous éblouissaient. Non, on a une bonne électricité régulée. Bon, il faut s'en servir. Et un dernier mot quand même sur nos atouts et notre lecture des choses. On se laisse terroriser par un type là qui fait des deals dans un golf privé avec la présidente de la Commission européenne qui nous dit qu'il a trop de déficit commercial avec nous. Mais là, tous, vous avez l'impression de boire trop de Coca-Cola ou de faire trop d'emails et de trop de consommation IA sur des applications qui viennent de son pays. Il y a un biais dans la nature du déséquilibre commercial et des biens et services qui, je trouve, nous affole et où on se laisse terroriser à tort. Alors c'est vrai que si tout d'un coup on décidait de couper toutes ces applis, on serait un peu tout nu. Mais ça fait quand même partie de nos atouts dont il faut savoir se servir. Je voulais apporter une réponse en complément de ce que vient d'indiquer Pervenche sur on parle de climat, on importe chinois, quelle cohérence. Je trouve que c'est une question très intéressante parce que je pense qu'on se l'est tous posé plus ou moins à l'échelle individuelle. Et puis pour ceux qui sont les plus pro-net zéro, décarbonation, on a tous, je crois, été confrontés dans les dîners avec des amis, etc. Ouais, attends, on ne va pas commencer à faire des efforts, que la Chine commence, et puis on verra après. Bon. Donc je voulais juste partager avec vous quelques chiffres que je trouve intéressants. C'est qu'en 2024, sur la seule année 2024, la Chine a installé à elle seule 278 gigawatts d'énergie solaire et 80 gigawatts d'éolien, soit 70% des capacités nouvelles mondiales en 2024. Grâce à la planification. Grâce à la planification et au fait qu'il n'y a pas trop de manifestations quand ils veulent installer un champ d'éoliennes ou de solaire. Je ferme la parenthèse. Et donc, en fait, à ce rythme, ils reconstruisent l'équivalent de plusieurs dizaines de centrales nucléaires chaque mois. En fait, c'est ça l'ordre de grandeur. Et d'ailleurs, ils n'opposent pas le nucléaire et le renouvelable, je vous rassure, parce qu'ils ont 56 réacteurs en exploitation, 30 en construction. Ça veut dire quoi ? Et vous l'avez dit, quand on y va, c'est beaucoup plus silencieux qu'avant. Ne continuons pas dans la dynamique. Aujourd'hui, quand on regarde le niveau d'émissions chinois, évidemment, il est important. Mais en dynamique, l'accélération avec laquelle la Chine est en train de verdir son mix est vraiment sans commune mesure avec ce qu'on voit partout dans le monde. Donc, n'utilisons pas l'exemple chinois pour nous déresponsabiliser de notre propre destin, parce que la réalité, c'est qu'eux, ils ont pris leur destin en main et ils y vont très, très vite. Et ils ont fait une directive sur un règlement sur la durabilité des entreprises. Ils ont fait une CSRD chinoise, pendant qu'on la détricote. Oui, mais de la même manière, dans le cas de la simplification, il paraît qu'il faut tout qu'on fiche à la poubelle. Et les autres, les Chinois, mais pas uniquement, sur CSRD, sur MiCA, c'est-à-dire sur la réglementation des cryptos, sur RGPD. Alors évidemment, monsieur le patron des Américains là, ou des techno-césaristes, il dit qu'il n'aime pas notre régulation le DMA et le DSA sur le numérique. En attendant, c'est une source d'inspiration pour d'autres. Donc arrêtons de penser que ce qu'on a de meilleur, il faut y renoncer. Sur les questions, est-ce qu'il y a des velléités de réponse? Allez-y. Un point, on traite du même sujet avec différents mots entre planification et concurrence, entre État et marché, entre territoire, subsidiarité, centralisation. Je pense que l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on centralise, avec quelles contraintes, si je puis dire, et qu'est-ce qu'on décentralise pour permettre la dynamique. Ça, on est très très loin de ces débats-là. On tâtonne. Et j'espère que la commission future pourra dépasser sa compréhension actuelle d'être juste une coordination des équipes des États et qu'elle aille sur vraiment une instance de planification, de centralisation. Elle a un petit peu fait malgré elle, tu l'as dit avec le rapport Draghi, je pense. Non, mais le plan Juncker, on y était presque. Hein. Ouais, le plan Juncker 2015, effectivement, ça avance, ça bouge, ça bouge, mais lentement.
Un point sur la dette publique, parce que je suis obligé de dire quand même ce que je pense. C'est tout à votre honneur. Ouais, c'est que en fait, je vais le dire comme ça, c'est que ma compréhension, c'est dans les travaux régulationnistes, vous vous souvenez, il y avait des rapports de conflits sociaux, et dans la grande période fordiste, c'était l'inflation qui était la variable résiduelle qui permettait au patronat et aux salariats de trouver des revendications. Voilà, on augmentait le SMIC, les prix augmentaient, et l'inflation était la variable résiduelle. Maintenant, dans le débat français, c'est la dette publique. C'est que tout le monde dit à peu près tout, et la dette publique augmente, c'est la variable résiduelle. Sauf que c'est pas pareil. C'est pas pareil, ça commence à être problématique quand même, cette histoire. Donc je pense qu'il faut arrêter de dire on va financer par dette publique. Voilà, en France, il faut dire, maintenant, on va financer par l'impôt, ou on fait ce qu'on veut, on taxe qui on veut, hein. Justice sociale, moi j'y crois, hein. Enfin vraiment, mais arrêtons de croire que la dette publique est une solution. Maintenant, ça commence à être un problème. Et c'est un petit sujet quand même. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre cette contrainte, parce que je ne vais pas être dramatique, vous parlez des charges d'intérêt dans le PIB, la déformation, des risques, etc. Ça commence à être préoccupant. Donc on peut tout faire, et on peut vraiment tout faire, hein, sans augmentation de la dette publique. Clara Léonard. J'aimerais réagir sur 2 points. Le premier, c'est tout ce qu'on a dit sur la Chine. Alors, c'est vrai que la Chine avance bien plus vite que nous, etc. Après, donc, on parlait de biens publics. Il y a un bien public qui est important quand même dans notre continent, c'est la démocratie. Et en fait, on est quand même dans un modèle qui n'est pas démocratique en Chine. Et alors, certes, il y a une planification, ça avance plus vite. Comme ça a été clairement dit, il n'y a pas de manifestation quand on veut mettre en place certains projets. Donc en fait, la vraie question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on arrive à trouver un consensus politique qui est en faveur de ces dépenses existentielles et qui met l'accent sur la nécessité de ces transformations. Donc ça, c'est le vrai sujet. Et pour le faire, il faut que la transition soit acceptable. Il faut tenir compte des questions de justice sociale, encore une fois, notre bien public qui est notre modèle social est essentiel. Donc ça, c'était juste pour réagir assez brièvement. Sur la dette, je pense en effet qu'il y a un sujet, il faut pallier, il faut passer par à la fois une baisse des dépenses et puis une hausse de certaines recettes. C'est évident. Mais ce qui est dangereux dans la dette publique, c'est quand vous avez tout d'un coup des dynamiques exponentielles, vous avez des phénomènes d'explosion de la dette publique, parce que vous avez une perte de confiance dans les institutions et une hausse soudaine des taux d'intérêt. Si vous avez une hausse de la dette juste pour un usage clairement identifié, temporaire, pour faire des investissements de transition, avec une vraie communication sur le sujet et de l'argent bien dépensé, ce qui est voilà, la question aujourd'hui aussi de pourquoi on utilise la dette. Dans ce cas-là, vous pouvez avoir une dette qui est un peu plus élevée, mais qui reste très soutenable. Je vous rappelle que le Japon a une dette de plus de 200%. Oui, je sais, c'est souvent dit, mais qui est quand même soutenable. Donc en fait, il faut arrêter aussi de tenir des discours catastrophistes sur la dette publique en se concentrant uniquement sur une seule variable qui est la dette sur PIB. Alors bien sûr qu'il faut une trajectoire d'ajustement, mais pour moi la question, en tout cas en France, puisqu'on est en train de basculer sur ce débat-là, elle est politique, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'entendre sur une trajectoire crédible à long terme avec des vraies mesures structurelles à la fois de hausse de recettes et de baisse de dépenses. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas quand même en faire un totem, même si je prône absolument pas une explosion de la dette publique et de ne pas tenir compte de cette contrainte qui est importante. Alors je vais ajouter une question qui parle toujours de gros sous et qui propose de mobiliser en fait l'épargne européenne. Pourquoi ne pas proposer aux citoyens de les associer à de vrais projets européens? Les citoyens ont de l'argent, l'argent serait récolté par l'Europe et il faudrait que le projet prenne en compte dès le début la redistribution interétatique. Voilà, donc vous pouvez réagir. Et puis, par ailleurs, cette question mentionne quelque chose que peut-être on ressent tous, c'est qu'effectivement, c'est pas très radieux tout ça. Ouais. Peut-être qu'on pourrait terminer les uns et les autres sur une raison qui fait que vous continuez à y croire. Alors, je parle d'eau de suite pour pas désespérer Billancourt. Pour pas avoir cette tâche, donc je laisserai à d'autres le soin d'être radieux. Un point, il n'y a pas d'excès d'épargne français, hein, c'est pas vrai. On a un déficit d'épargne. Ça, c'est un faux débat. La balance courante française est à peu près négative, c'est-à-dire qu'on importe de l'épargne mondiale. C'est l'Allemagne qui a un excès d'épargne colossal en 6% du PIB. Donc quand on parle de l'épargne européenne, on parle de l'épargne allemande pour de vrai. C'est ça dont on parle. Il n'y a pas d'excès d'épargne française, c'est pas vrai. On a un déficit d'épargne en France.
Et tout le monde le sait quand on regarde les gros chiffres. Donc quand on parle de l'épargne européenne, c'est comment on canalise la volonté d'épargne allemande pour l'orienter vers des biens publics qu'on veut européens. Mais il ne faut pas laisser penser qu'il y a une sorte de trésor qui serait européen commun, qui serait l'épargne. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est le grand pays qui épargne, c'est les Pays-Bas, c'est les pays qui ont des excédents colossaux de balance courante, et au premier lieu l'Allemagne qui a 7% de l'excédent de balance courante. Donc c'est eux qui épargnent, c'est pas nous. Nous on emprunte. Et toi, tu parles de l'épargne l'épargne de la nation globale, la somme de l'épargne privée et publique. Mais je veux dire, ce qu'a démontré le rapport Noyer quand même, c'est qu'il y a une épargne privée qui est investie aux États-Unis, et c'est celle-là dont je pense qu'on parlait. C'est l'épargne allemande. L'épargne française globale nette, publique et privée, est à peu près à l'équilibre, légèrement déficitaire, ce qui fait notre déficit de la balance courante. En fait, l'épargne française est beaucoup placée sur des produits qui achètent notamment des obligations d'État, donc de la dette française. Donc, rediriger l'épargne des Français vers l'investissement en Europe, ça pose vraiment des questions de financement de la dette française. Donc effectivement, si la question c'est est-ce qu'on peut mobiliser l'épargne des Européens pour des grands projets européens qui bénéficieraient à tous les pays européens avec un mécanisme de redistribution entre pays, du coup, la réponse c'est que c'est possible puisqu'on a effectivement un excès d'épargne au niveau européen. Mais concrètement, ce que vient de dire Xavier, c'est que ça veut dire d'aller convaincre le contribuable et épargnant allemand d'investir pour le reste de l'Europe. Et donc là, en fait, tous les blocages dont on a parlé depuis maintenant 1h30 sont plus que jamais importants parce qu'effectivement, je pense que même dans cette salle, on n'est pas tout à fait tous d'accord pour se dire qu'on va aller prendre dans nos livrets et dans nos fonds d'épargne pour aller investir dans un autre pays d'Europe avec absolument aucun retour direct pour nous. Je ne suis pas certain que l'Europe soit prête à mettre en place des mécanismes de redistribution entre pays qui soient automatiques en fonction de leur surplus. Pardon, leur surplus. Enfin, je pense que ça bénéficierait peut-être à la France, mais clairement, on en est assez loin. Et je pense que si on soumet cette question à un vote, la réponse sera assez claire. Donc, en théorie, c'est effectivement ce qu'il faudrait essayer, à mon avis, d'atteindre, parce qu'on a une capacité d'épargne importante, et donc les 800 milliards du rapport Draghi, en fait, qui paraissent un chiffre complètement inatteignable, ne le sont pas, mais d'un point de vue de la quantité qui sont disponibles. Mais après, c'est une question plutôt politique et de politique économique qui est en place. Et là, je crois qu'on vient de... Désolé, c'est pas très optimiste du coup, mais on vient de montrer qu'il y avait quand même beaucoup de blocages. Bon, alors, qui a une raison d'y croire encore ? On est européens, on croit en l'Europe, on va tout faire pour faire avancer les choses. Non, mais moi je crois... on n'a pas tellement parlé de numérique, qui est quand même un grand sujet sur lequel la question d'une souveraineté européenne se pose. Et... alors, j'ai pas de solution miracle de comment est-ce que Mme von der Leyen va finir par accepter de mettre en œuvre les 2 rapports qui sont sur la table et qu'elle doit mettre en œuvre. Mais c'est ça le sujet. Et c'est là où j'ai dit, même si en France on a perdu un tout petit peu une capacité d'écoute à l'échelle européenne, il faut continuer à porter ce message-là parce que c'est celui qui doit nous permettre d'arrêter d'être aveuglés par les phares et d'aller de l'avant. Et surtout de développer nos atouts, parce que Draghi parle beaucoup du besoin d'innovation. Or, les innovateurs, on sait très bien qu'ils sortent pour beaucoup de nos universités. Donc, de les garder ici et d'arriver à financer leur développement, ça reste quand même une priorité. Et puis, on l'a dit quand même tout au long de cette table ronde, je crois que la question du combat contre le réchauffement climatique, ça reste quelque chose qu'on doit porter presque comme une identité, de pair avec l'enjeu de la démocratie. Les deux allant l'un avec l'autre. Et si j'ai un rêve, moi, c'est de constater qu'on s'est un petit peu, d'une certaine manière, transformé en une colonie de la mondialisation, et que c'est peut-être le temps pour nous d'œuvrer à une forme de déclaration d'indépendance autour de ce que nous sommes, c'est-à-dire ces 2 piliers qui devraient être une action déterminée pour ne pas louper le coche sur
c'est pas un impensé, hein. C'est sur la table clairement depuis Kyoto, depuis la COP de Paris, de se mobiliser pour une transition juste qui suppose garder les objectifs en matière de transition, analyser et compenser l'impact social que ça a dans un cadre de délibération démocratique. C'est fragile, mais c'est vraiment notre feuille de route. Merci beaucoup. Alors Clara Léonard, ensuite Xavier Rago. Un dernier mot, je ne sais pas si c'est très positif, mais en tout cas, j'aimerais souligner que l'Europe avance, quand même, si on regarde l'Europe, l'histoire de l'Europe. En fait, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord tant qu'il n'y a pas de crise. Mais quand il y a des crises, il se passe des choses. Il y a une évolution des institutions, il y a même des créations d'institutions comme le mécanisme européen de stabilité, etc. On voit que, par exemple, sur le plan de la politique monétaire, ce qu'on appelle aujourd'hui politique monétaire non conventionnelle est très conventionnelle. On voit qu'on a une Next Generation EU, le plan de relance européen pendant la pandémie. Donc, en fait, le problème de l'Europe, c'est que vous avez des idées qui émergent et tant qu'il n'y a pas de crise, elles ne sont pas réalisées. Donc, en fait, nous, nos rôles en tant que think tank, experts, etc., c'est de mettre ces idées dans le débat et de les développer assez pour qu'au moment où il y aura une crise et il y aura besoin d'avoir des solutions sur étagère qu'il faudra mettre en place, et bien là, en fait, il y aura eu déjà une pensée qui aura aussi mûri pour que ces mécanismes soient concrétisés. Donc voilà, donc c'est pas du tout un fonctionnement optimal parce qu'on attend d'être vraiment au bord du gouffre pour fonctionner, et sur le plan du réchauffement climatique, c'est un vrai problème parce qu'on ne peut pas se permettre d'attendre, mais la prochaine fois qu'il y aura une grosse crise, il y aura peut-être des choses qui vont évoluer. Oui, un point d'optimisme, j'en ai trouvé un. Non, j'y pensais depuis. En fait, on n'a pas parlé, mais il y a quelque chose d'évident de la construction européenne dont on ne parle pas, c'est qu'on a tous des États sociaux très développés. Il y a quelque chose qui ne coûte pas d'argent, c'est la coordination de nos États sociaux. Essayez de calculer vos droits de la retraite si vous allez travailler en Allemagne quelque temps. On a des États sociaux en silo qui fait que l'affectio societatis européen en fait, est très basé sur nos États nationaux, la Sécu, etc., etc. Le truc qui a donné un esprit européen, c'est Erasmus. C'est déjà une horizontalité du rapport éducatif dans l'enseignement supérieur. On peut faire pareil qu'avec la santé, avec des portabilités des droits sociaux, on peut faire ça avec beaucoup de choses. Un des rares succès dont on ne parle pas, qui est sous le radar, c'était le projet SURE, qui est un projet de réassurance et assurance chômage européenne. On a avancé sur ces sujets-là. On a énormément d'argent dans les dépenses sociales. Là, on a parlé de dépenses militaires parce que c'est le sujet, mais toute l'européanisation de nos dépenses sociales, pas forcément les augmenter, mais les penser mieux pour permettre une mobilité, une formation, une santé, permettrait vraiment de penser une transition juste avec notre identité, c'est notre dépense sociale, mais elle est très nationale. On peut l'européaniser. On l'a fait avec Erasmus, on l'a fait un petit peu avec l'assurance chômage, avec le projet SURE, on peut le faire avec la Sécu, on peut le faire avec la retraite, on peut le faire avec toutes les branches de l'État social, et c'est un peu ça notre identité, c'est soit beveridgien, soit bismarckien, mais on a des telles dépenses sociales qu'on peut construire l'Europe à partir de ces objets-là. On est capable de le faire aussi. Antonin Bergeaud et Julien Maris. Alors, du coup, je vais en profiter pour répondre à une question sur la taille du marché européen versus américain, mais qui est en fait un peu lié à tout ce qui vient d'être dit. C'est que donc, effectivement, le marché européen, si on prend la somme des PIB de tous les pays de l'Union européenne, des 27 pays, doit être, et encore c'est compliqué à calculer, doit être à peu près du même ordre de grandeur que le marché américain. Et donc, ça fait, effectivement, on peut se dire que finalement, on a, et je pense que c'est en partie vrai, on devrait arrêter d'avoir peur et de se considérer comme un nain économique et comme une zone qui n'a aucun pouvoir de marché mondial et vraiment agir comme la zone forte et économique qu'on est. Mais la question, c'est plutôt, il y a deux questions. Est-ce que déjà c'est vraiment un marché ? On vient de dire que ce n'était pas forcément le cas. Je pense qu'une entreprise américaine ne voit pas forcément l'Europe comme un marché unique. Donc, elle va plutôt prendre quelques pays séparément qui ont éventuellement des tailles critiques ou des avantages spécifiques. Donc bon, voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'on est sur une trajectoire de croissance en Europe qui fait que chaque année, on est de moins en moins un marché qui est le premier marché mondial. Bon, aujourd'hui, la croissance américaine, elle est autour de 2%, la croissance européenne, elle est inférieure à 1%. Donc voilà, ça fait, compte tenu des tailles de PIB, c'est 200 milliards de moins chaque année, de plus en plus. Donc en fait, on va de moins en moins être la première zone mondiale. Même si on reste, je pense que c'est important de quand même le garder en tête pour finir quand même un peu d'optimisme. On reste une zone forte et je pense que depuis le rapport Draghi, il y a une prise de conscience du décrochage, il y a beaucoup de tables rondes sur le décrochage et effectivement un petit peu déprimante, il faut le dire.
faut quand même rester conscient de nos forces, du fait que l'Europe n'est pas en train de dépérir. On a encore une zone forte économique. Et il faut en avoir conscience, même si on a beaucoup de problèmes et il ne faut pas les ignorer. Julia Maris. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un truc qu'on a tendance à complètement oublier, c'est d'où on vient. En fait, la construction européenne, elle a quand même mis un terme à la succession de 2 guerres mondiales qui ont déchiré le continent européen. On a réussi à faire en sorte que ces pays qui s'étaient également affrontés au XIXe siècle, tous ces pays-là, finalement, à un moment, ont pensé qu'il était temps de surmonter leur velléité de conquête territoriale au détriment du voisin, de créer un lien de fraternité, de structurer ça juridiquement, politiquement et économiquement d'une manière qui se voulait irréversible pour dire plus jamais ça. Plus jamais ça pour nous, pour nos enfants. Et ça, en fait, je trouve que notre génération qui critiquons beaucoup l'Europe, on est peut-être un peu ingrat du fait de cet héritage historique, parce que honnêtement, on ne vit pas la même vie quand on vit dans une zone en paix ou quand on vit dans une zone de guerre. Et le fait qu'il y ait aujourd'hui un conflit extrêmement sanglant aux portes de l'Europe devrait nous réveiller sur cette chance énorme que nous avons, cet héritage que nous devons à la construction européenne. Et on a tendance à considérer ça comme un acquis. Or, je pense que la paix, comme la démocratie, ne sont jamais des acquis. Il y a beaucoup d'exemples qui nous montrent que les choses sont très vite réversibles. Donc moi, je pense que ce qui doit nous rendre fiers et nous faire espérer, c'est le fait que de là où on vient, quand on regarde là où on est, il y a vraiment des raisons d'espérer par rapport au chemin qu'on est en train de se tracer collectivement. Merci beaucoup. Pascal, tu veux dire un mot peut-être ? Je vais terminer. Merci. Bon. Pour prolonger, si vous êtes d'accord et demandeur, on pourrait avoir des GECO plus européens, avec des Européens beaucoup plus présents. Si vous le souhaitez, j'essaierai de vous les monter. On commence à y réfléchir. C'est incroyablement compliqué, mais on peut y arriver. Deuxième chose, on finalise les dates. On va être très proche des dates de cette année pour les GECO 2026. On va pouvoir vous le dire très vite. Et vous savez, on vous envoie un questionnaire. Et ça, c'est fondamental. Dans le questionnaire, il faut qu'on sache de quoi vous avez envie que l'on parle, quels sont les sujets qui vous interpellent, parce qu'autrement, vous laissez le comité scientifique discuter. On a toujours plein d'idées, nous, en comité scientifique. Mais d'abord, c'est avec vous qu'on veut parler. Donc, prenez pas le questionnaire comme un truc un peu comme ça, secondaire. Je l'épluche, je le regarde. Ça m'évite de m'ennuyer après les GECO. Et c'est avec ça qu'on construit le premier comité scientifique où je leur dis, voilà ce que les gens veulent. Donc, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous voulez pour l'année prochaine. Et à bientôt.